Interview nomade. C'est parti. Mon guigui. Ah, je suis bien. C'est parti. J'ai bien fait mal avec ce truc là. Ouais. Salut J'aime. Salut. Tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Eh bah ça va tranquille, Arrête. écoute. Alors tu nous filmes aujourd'hui, c'est ça? Ouais, aujourd'hui on est filmé pour ton interview nomade. J'y croyais pas. T'es prêt pour l'expérience? Vas-y. Ouais. T'y croyais pas? Non, pas du tout. Je croyais pas qu'on allait se rencontrer. Carrément pas. Moi c'était dur comme fer, c'était sûr et certain quoi. Mais Ouais. comme quoi. Il y a des trucs dans la vie comme ça. Ouais, Ouais, ça me fait plaisir en tout cas, vraiment. carrément. C'est super cool. C'est une autre énergie la vidéo, t'as Ouais. vu? Ok. Tu sais que t'es vu là. Ouais, toi. ouais. Physiquement il faut Carrément, ouais. que t'enlèves, que tu gommes. Ouais. Voilà. Bon. Ok. On va faire de notre mieux. Hein. Ouais, voilà. Ouais, ouais. On est motivé On y à va. fond. Ouais. On va tout donner. Vas-y. Comment ça va? Ça va bien. Je sens que je tire un peu sur la corde en ce moment, donc ça va bien, mais voilà, je sens que le corps là, il a des demandes et je suis en train de l'écouter un peu là, au niveau de l'alimentation notamment. Du sommeil aussi? Ouais, aussi, mais c'est lié. Ouais. Ouais. Mhm. Ça marche. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Ouais, je suis un nomade saltimbanque depuis peu. Depuis peu, effectivement. Ouais, mais en gros, me présenter, je pense que je suis une sorte un peu, j'ai mis du temps à l'accepter, mais je pense que je suis à part. Un être un peu bizarre que les gens ont du mal à mettre dans une case, qui dérange souvent, mais qui en même temps est très touchant. Et, euh, et donc, pour me présenter, je pense que avant j'avais du mal à dire que j'étais hors norme, et maintenant j'accepte d'être. Parce qu'en fait, c'est un fait, quand je regarde ma vie, je me dis, bah oui, c'est vrai que je suis hors norme. Et moi, ma question que je me dis, c'est, mais pourquoi la norme? Donc en fait, c'est pas moi qui suis plus, c'est simplement pourquoi on est tous à se flageller, à être comme ça. Donc je pourrais dire qu'en fait, je suis un humain normal. Tu vois le truc? Donc je me présente, je suis un humain normal. Et voilà, je suis pas, waouh, tu sais faire plein d'instruments, ouais, tu voyages, ouais, tu. Non, je suis juste normal. La question à se poser, c'est pourquoi on n'est pas tous normaux comme ça? Donc je suis normal. Je suis un humain normal. Ok. Ouais. Tu veux rajouter un petit truc pour ta présentation? En plus d'être un humain Bah, je suis normal. très content d'être avec toi là. C'est très bien, c'est Ouais. très cool. Ouais. J'ai vu que tu as plein de questions. Ouais, puis sur plusieurs Mais pages en j'ai le plus. cœur qui bat. Hein. Ah ouais? Ouais, je suis impressionné. Détends-toi, ça va bien se passer. On va jouer au naturel. Pas de chichi, pas de... Ok, ça marche. Au naturel. Entre amis, c'est cool. Respire. Alors, j'aime. Qui est-ce qui a eu l'idée de t'appeler J'aime? Parce Mais- que c'est franchement pas anodin quand même. Comment on grandit quand on a 7, 8, 15 ans, 18 ans en s'appelant J'aime? Et ben en fait, on n'accepte pas son prénom. Enfin, je veux dire, j'ai pas accepté mon prénom. Donc la première question, c'est mon père qui a décidé de m'appeler Jem, parce que lui s'appelle Jem aussi. Et en fait, pendant environ 15 jours, j'ai pas eu de nom. Parce que en France, t'as pas le droit d'appeler ton enfant par le même prénom que toi, si tu rajoutes pas un prénom derrière, par exemple Karl Junior ou machin. Donc moi, j'aime. L'administration a dit non à mon père a fait bah appelez-le comme vous voulez. Et en fait, ça a duré 15 jours et ils ont craqué, ils ont dit ok. Et donc résultat, j'ai le même prénom que lui et hormis le fait de ça, donc c'était la première question. La deuxième question, comment on vit avec ça? Bon, lui très mal, je l'ai vécu très mal parce que je l'ai pas accepté. Et là, le fait d'accepter mon prénom, c'est il y a à peu près 6-7 ans que j'accepte mon prénom. Parce qu'avant, je me faisais appeler Jaime, tellement j'acceptais pas mon prénom. Ouais, je l'ai changé en hispanisant, tu vois. J'aimais pas, hein. Et donc maintenant, là, ça fait 6... En fait, je trouve ça génial maintenant. Mais étant jeune, ouais, on est dans un monde où, tu sais, j'aime, t'es un... Comment dire? T'es... t'es faible, tu vois. Aimer, moi, c'est que je te dis comment je l'ai vécu. C'est aimer, c'est faire preuve de faiblesse en fait. J'ai été élevé comme ça. Tu sais, tout ce qui est sentimental et tout, tu vois. Donc en fait, je m'appelle James, ah tu t'appelles James, genre limite tapette, machin. Bon, j'ai rien contre les homos, si reste à distance. Non, non mais il n'y a pas de problème avec ça, mais voilà, c'est
dans un monde comme ça, moi j'ai vécu dans un truc où j'aime. J'ai grandi dans le 9-3, donc à Bondy, tu vois, Ouais. la banlieue parisienne, Ouais. les cités et tout. Ouais, c'était pas évident. Ouais, c'était pas évident. Donc j'aime, ça aurait un côté péjoratif, faible. J'aime, enfin, il y a quoi de plus beau que l'amour ou de plus fort que l'amour, quoi. Maintenant, je suis d'accord avec toi. Mm. C'est- Après, je conçois que les gamins, ils sont pas toujours tendres entre eux, clairement. Et aimer, enfin, ouais. Et ton papa, du coup, euh, il s'appelle J'aime parce que ses parents ont voulu lui transmettre ça, parce que c'est quoi le lien, en fait? Alors, c'est un prénom portugais D'accord, qui est hyper courant au Portugal ok. et hyper courant aussi en Espagne. C'est pour ça que je me faisais appeler Jaime, parce qu'en fait, c'est l'équivalent de Jacques, et en fait, si tu veux le faire vraiment avec l'accent portugais, c'est Jaime. J'aime. Mais lui, il se faisait toujours appeler Jem. Donc en fait, c'est pour ça que ça restait Jem. Tu vois, dès que je suis né, dans la famille m'appelait Jaime. Tu sais, c'est marrant. Avant qu'il meure, mon père, j'ai fait, mais t'es marrant, toi. Pourquoi tu m'as pas appelé Jaime direct plutôt que m'appeler Jem? En plus, bras de fer avec, comme je t'ai dit, la Ouais. galère, quoi. Puis finalement, pour m'appeler Jaime toute ta vie, quoi, c'est nul, quoi. Appelle-moi quand. Bah, il était incapable de me répondre, quoi. Ouais, voilà, donc c'est là l'explication, c'est un prénom portugais. Ça devait être intéressant, les premières rencontres avec la gente féminine quand t'es ado. Salut, je m'appelle J'aime. Ouais. J'aime. Enfin, toi, les jeux un peu. Des fois, je sortais. Salut, moi, c'est J'aime sans apostrophe. Ouais, au moins tu retiens. Enfin, j'imagine que tu retiens. Ok. Bon, J'aime. On va faire un peu le tour du personnage, tour du parcours. Vas-y. On va parler de yourte, on va parler de nomadisme, on va parler de camion, on va parler de voyage, on va parler de didgeridoo, Ah, bien évidemment, mais on va garder ça pour la toute fin. ok. Voilà, c'est dans cet ordre-là Ouais, sinon, c'est- que j'ai fait les choses. Je voudrais savoir comment t'as grandi ou quelle éducation t'as eu, parce que du coup on va expliquer que t'as vécu en camion, en yourte, etc. Et c'est quoi le point de départ de tout ça? Est-ce que c'est un déclic personnel où tu t'es dit moi c'est mon kiff en enlevant une éducation, toi, ou est-ce que c'est juste le fil normal de ton éducation qui t'a amené à différents choix? Je comprends pas ta question. D'accord. Tu me demandes ce qui m'a Alors, amené au camion? ce qui t'a amené à organiser ta vie de cette façon-là? Est-ce qu'il y avait un point de départ dans ton éducation où on t'a filé plein de billes, où on t'a dit tu vas dans toutes les directions que tu veux, tu fais tous les choix que tu veux, et du coup tu t'es dit bah ouais, en même temps je vais vivre en camion, en même temps je vais vivre en yourte, parce que intellectuellement tu avais intégré le fait que tu étais libre de faire ce que tu voulais. Est-ce que ça faisait partie de ton éducation, ou est-ce que tu as reçu une éducation plutôt classique et en même temps dans ta tête à toi, avec ton parcours personnel, tu as eu un genre de déclic qui t'a dit vas-y je pars dans ce sens-là, quoi. Ça se rapprocherait plus de la deuxième option. Je pense que j'ai eu un parcours comme les autres où on te persuade plutôt. Enfin, l'éducation, c'est pas que les parents, quoi. Non, on est bien voilà. d'accord. Donc non, j'ai eu le truc comme quoi, bah moi, tu vois, musicologie, on m'a dit arrête la musique, carrément, quoi. J'ai fait un an de musicologie, on m'a dit ça. J'ai fait les beaux-arts, après j'ai fait 3 ans de beaux-arts, j'ai ouvert, je faisais de la peinture, de la sculpture, des trucs assez bien. Et ben mon prof d'art plastique en terminale m'a mis 0, il m'a dit c'est pas pour toi. Tu vois, donc en fait, si on peut dire l'éducation que j'ai eue, c'était plutôt un truc où c'était plutôt tu peux rien faire, quoi, tu vois, c'était plutôt négatif, quoi, dans le sens où mais en même temps, moi, j'ai jamais écouté ça, et je les ai toujours trouvés cons, enfin, ils pensent ce qu'ils veulent, quoi, mais je me suis pas approprié ces trucs-là, et, euh, ma mère, un peu artiste ratée, enfin, dans le sens où elle aurait aimé faire les beaux-arts, les trucs comme ça, un peu nomades et tout, quoi, Ouais. bah, elle m'a jamais découragé de tout ça. Elle m'a pas encouragé non plus, mais, et puis mon père, j'ai pas vécu avec, c'est un peu particulier, mais j'ai pas eu vraiment d'enfance avec lui, donc je l'ai redécouvert après, donc je peux pas, j'ai pas eu, ça aurait été différent si j'avais eu un père aussi pareil qui m'aurait sûrement fait un truc comme ça. Donc résultat, en fait, ça a été très free, quoi, et moi, j'ai toujours été dans ma tête comme quoi tout était possible. Donc, mais c'est pas l'éducation qui me l'a mis dans la tête, c'est plutôt, c'est un peu comme une évidence, quoi. Je te pose la question parce que tu peux rencontrer plein de gens, enfin on en a tous rencontré, mais des gens dont les parents ont vécu en camion, qui ont eu un mode de vie un Ah peu ouais. à part, Ouais. et du coup, bah, toi ça t'inspire, dis bah Ouais. je veux reproduire parce que je kiffe ce mode de vie, Ouais. tout en étant conscient que les autres gens vivent pas forcément pareil. Mhm. Et du coup, bah, tu reproduis un schéma ou tu t'inspires d'un schéma, et c'était plus le sens de ma question. Ah, pas du tout. Voilà. Bah non. Oui, c'est un peu comme le mec qui fait de la guitare parce que son père en fait. Ou... Par exemple. Non.
C'est Ah. pas, non. Donc, t'as vécu en yourte. Ouais, Avant ça, t'as vécu comment? En appart, en maison? ouais, pas maison, appart, ouais. Et Ouais. avant, juste avant la Yorde, j'étais à Paris, tu vois. Avant, j'étais à Rouen, mais je suis revenu à Paris et ouais. On avait besoin vraiment de repartir à zéro. On est reparti à zéro, genre, bon, est-ce qu'on a besoin de l'élec ou de l'eau, tu vois, vraiment zéro, zéro. Et C'est quoi? C'est Paris qui t'a fait saturer en ouais, disant ah, c'est trop, trop, c'est ouais, trop. ouais, ouais. Ouais. Et c'est cool parce qu'avec Karen, ma femme, on a eu vraiment c'est pas quelqu'un qui hier j'en parlais avec quelqu'un qui me disait ah mais donc c'est une belle preuve d'amour de partir vivre en forêt. Je lui fais non, non justement c'est pas ça, c'est pas que quelqu'un va se plier au rêve de l'autre Ouais. par amour. On a eu vraiment ce truc tu sais la vibe qui est venue en même temps quoi. Ouais. Et ça c'est génial quoi. Donc on en a eu marre tous les deux de la ville. Et puis bah pour le coup on est parti. Elle c'était un peu plus dur parce qu'elle avait de la famille proche. Moi je suis pas à ces attaches là. Donc, résultat, voilà, elle a fait 50 droits. Donc, tu mets toutes tes billes là-dedans. Elle était juriste pour les. Enfin, elle avait un métier et tout, quoi. Donc, pour elle, je crois que ça a été un peu plus dur, mais tous les deux, ça nous a fait vraiment du bien, quoi. Et retour à l'essentiel, quoi. Donc la yourte, elle était posée. Où ça? On a fait le tour de France avant. D'accord. Ouais, on a pris un magazine qui s'appelait Passerelle Éco, qui existe toujours, je crois. Et c'est génial. C'est un truc de ressources. Je le conseille à tout le monde. Vraiment, c'est un truc où t'as des annonces de gens qui disent bah voilà, j'ai un terrain, vous pouvez poser la yourte en échange de tel truc ou quoi, t'as les adresses. Et en même temps, t'as des petits reportages sur les éco-villages, des trucs comme ça. Alors on a dit ok, on a pris tous ceux qu'on avait, puis on a dit celui-là on veut le voir, celui-là on veut le voir, celui-là on veut le voir et tout. On en avait une quinzaine, puis on l'a fait en petite voiture et tout. Et puis en fait, déjà on s'est rendu compte qu'il y a un gros décalage Ouais. entre ce qui avait marqué la réalité et ce que je retiendrai de ce truc-là, c'est le PFH. C'est quoi ça? C'est un gars qui m'a expliqué ça et il avait raison, c'est le putain de facteur humain qui fait qu'à chaque fois qu'on y était, C'est beau. ça plantait. Et le truc qu'on a vu aussi qui plantait tout le temps, c'était l'autonomie alimentaire. On a vu personne qui était autonome Ouais. alimentairement. Mais le dernier qu'on a fait, en fait, c'était dans les Cévennes. Et là, on a fait waouh, ah ouais, putain, il y a de la place et tout. Et puis, la vie nous a mis un peu sur le pied, puis on s'est dit waouh. Putain, je me souviens plus de la question. C'était quoi ta question? C'était est-ce qu'avant de te poser en yourte, t'avais vécu en maison, en appart et voilà, et t'as enchaîné sur ce Putain, tour de. il faut m'arrêter, hein. Pas de problème. Bah non, c'est le but du jeu, c'est que toi qui parles, c'est ton interview. Hein. Ah ouais. Y a pas de souci. Bah Donc, ouais, vas-y. retour à la yourte. Ouais, Un choix de couple. ouais, Ok. Mm. Au fin fond des Cévennes. ouais, Ok. dans la forêt. Dans la forêt. Ouais, ouais, dans la forêt. Et c'est, oui, voilà, posé sur quelqu'un. Avant de partir, les gens, pareil, te disent, tu vois, on en parlait tout à l'heure. Ouais, mais attends, mais t'as deux bras à gauche, comment tu vas construire ta yurte? Et puis, mais t'as pas de terrain? Comment tu vas faire pour le terrain? Et puis tu vas vivre comment là-bas? Mais moi, c'était le truc que je te disais tout à l'heure, c'était on va trouver un terrain, le terrain va nous trouver, quelqu'un va nous le prêter, puis voilà, j'ai la foi quoi. Et en fait, on est allé là-bas, ça s'est passé comme ça. Il y a 3 personnes qui nous ont proposé un terrain, pas un terrain, on a eu le choix sur 3 terrains. 3. Ouais. Donc on a fait oh bah celui-là ouais, celui-là à la source. Ah. Et donc le deal c'était qu'on se pose et quand la personne part en vacances, c'est-à-dire jamais, mais des fois quand elle partait en week-end, ça arrivait. Ouais. Bah, nous on gardait les brebis, les poules et les trucs quoi. Ok. Voilà. Et elle sortait d'où cette yourte du coup? On l'a construit. Tu Ouais. le sais hein. Oui, je sais, mais les gens qui vont regarder ça. C'est un coquin, il prépare tout, il fait semblant qu'il sait pas. Mais elle vient d'où cette yourte? Bah ouais. Elle vient de Mongolie. Non, on l'a construit. En Mélèze, on s'est pris le temps et on a pris 2 ans pour la construire. C'est très long par rapport à la Alors sur quelle base t'as construit, enfin vous avez construit la yourte? C'est-à-dire que vous aviez eu des plans en vous disant bah, on va essayer de reproduire ça, on essaye de travailler avec des gens qui ont un savoir-faire, ou c'est juste nos potes ou les bonnes volontés. Comment ça s'est passé? On a fait vraiment ça seul. Sur place, dans le village où on s'est installé dans les Cévennes, il y avait 150 habitants, 100 à l'année. Et je crois qu'il y avait déjà, quand nous on est arrivé, il y avait déjà 5 yurts. Donc on a pu aller voir des gens et même participer à la construction avant, durant le périple de France, où nous on a fabriqué, on a monté une yurte de quelqu'un. Après, en fait, sur internet, je sais plus le nom du site, mais il y a un site qui existe, tu tapes les cotes. Ouais. Ouais. Et je veux tant de hauteur, tant de mètres carrés, et il te calcule le nombre de perches,
Ok. Le nombre de treillis, la taille des perches, tout ça. Ouais. Donc en fait, c'est comme ça qu'on a fait. Et d'ailleurs, il s'est planté, mais bon, ça, on a réussi à. Voilà. C'est comme ça qu'on a fait par un logiciel de calcul sur Internet. Un peu comme Digimo, Ouais. mais version Yurt. Ok. Et Simply Differently. Voilà, c'est ça. Simply Differently. Simplydifferently.org, je crois. Ok. Et tu peux calculer ton zone, ta yurt, ton dôme, et tu peux. Ouais, c'est vraiment une bonne ressource. Ok. Et la matière première, donc les perches, le bois, le plancher, ça venait d'où tout ça? Ça venait des Cévennes, mais le problème c'est qu'on a. Enfin, c'est pas un problème, mais voilà, dans nos recherches, on a pris du mélèze. D'accord. Et c'est du mélèze qu'on a pris. C'est un putrécible et tout, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est bien du mélèze, mais je crois que le mélèze là pour le coup il venait de loin quoi. On l'a pris dans une scierie là, mais le mélèze il venait de loin. On voulait un truc, un putrécible, parce que le châtaignier en fait ça fend et tout, enfin c'était pas trop adapté quoi. Mais après, avec du recul, on a vu des yurts en châtaignier qui étaient géniales et on aurait pu faire en châtaignier. Ouais. Mais là on a pris du mélèze. Ouais. D'accord, ok. Est-ce que vous l'avez monté une fois avant de la monter définitivement pour au moins tester la structure, voir si c'était cohérent? Ouais, on l'a monté une fois. Ouais. Ouais, parce qu'on avait la chance, c'est aussi ça, d'avoir un endroit où il y avait un plancher de danse. Donc c'est un grand plancher bien plat, Ouais. couvert, et on a pu, parce qu'on a fait la couture aussi, et la couture pour le coup, t'imagines, enfin, je sais pas si t'imagines la couture, c'est des trucs, il faut être deux, hein, Ouais, quelqu'un ouais. qui tire et tout. Nous on n'avait jamais touché une machine. Et le truc c'est que on a dû la mettre 3 fois dessus. Et renlever 3 fois parce que ça allait pas, Ça comme allait si pas, t'es, ouais, comme si t'essayais un manteau, tu vois. Mhm. C'est là où je te dis que le logiciel il a ses limites. Parce qu'il disait que c'était bon, et puis 3 fois c'était pas bon, quoi. Pour la toile en tout cas. Ok. Ouais. Mais D'accord. Alors, vous installez votre yourte. Comment on fait? Parce que elle va là, on durer est... 4 ans l'interview. Non, non, mais on est au fin fond de rien. Comment tu fais juste pour filer des billes à des gens à qui ça trotterait dans la tête? Ouais, Pour l'eau, pour l'électricité, pour le chauffage, ouais, pour les besoins de base. ouais. Bon, Déjà t'arrêtes de chier dans l'eau. déjà, Ouais. toilette sèche. Ah ouais. Déjà c'est le premier truc. Ouais. Donc quand on est arrivé dans le lieu dit alternatif, j'étais choqué qu'ils aient encore des toilettes à eau. C'était mon premier truc, parce qu'on a. C'était le deal, nous on gère un lieu collectif d'accueil de gens. Et on peut construire notre yourte. Moi, le premier truc, j'ai viré les toilettes à eau. Donc, quand on s'est installé dans la yourte, c'était juste une évidence, toilette sèche. Après, pour l'eau, et ben en fait, la yourte était là, et il y a deux bancelles, enfin, tu sais, c'est des sortes de. Ouais. Voilà, la terre a fait comme ça. Là, il y avait carrément la rivière, donc c'était vraiment idyllique, quoi. Et on prenait pas l'eau de la rivière, mais il y a des affluents qui viennent nourrir la rivière. Ouais. Et nous, on prenait là pour avoir l'eau par gravité. D'accord. Et ça, c'est quelque chose d'avoir. Donc, t'avais relié. Ouais, Ok. ouais. Et en fait, au début, on était en prise directe, on s'est rendu compte que on était dépendant. Donc après, on a mis une cuve tampon de 1000 litres. Ok. Mais t'es gérant de ton captage. Et là, c'est vraiment du boulot parce qu'en fait, il y a les feuilles, il y a la terre, il y a tout. Ça se bouge, c'est machin, t'es obligé de l'aller le réamorcer. C'est vraiment un truc, mais voilà, c'est ton eau. T'es gérant de ton eau. Donc pour l'eau, on a fait comme ça. Et puis, après, quand il y a eu l'arrivée des enfants, je me suis mis à la filtrer. Parce Ok. que, ouais, parce que, Parce que avant, tu la buvais en direct. ouais, Tu te lavais comme ça avec. on savait pas beaucoup, mais ouais. Ok. Ouais. Et après, tu l'as filtré parce que les enfants sont arrivés. Et qu'avant qu'ils arrivent, j'ai fait des tests en laboratoire et j'ai vu qu'il y avait 3 fois le taux d'antimoine Ouais. admissible et que c'était une ancienne mine d'antimoine. Donc je me suis dit, bon, Pas terrible, terrible. voilà. Donc ça, on a fait l'eau, chauffage. Chauffage au bois, en fait, gérer son bois. Donc nous, on faisait. Ce truc qui est bien dans les petits groupes, c'est que nous, on faisait partie des chantiers chinois. Ouais. Tous les lundis, Chantier chinois. ouais, parce que les Chinois ils sont pleins et ils travaillent pour rien. Donc c'est pour ça qu'ils ont appelé ça chantier. Ouais. On est arrivé dans un truc où la vallée, ça faisait 12 ans qu'ils faisaient ça. Ça a commencé par 2 voisins. Ah bah tiens, toi tu construis, c'était une yourte, toi tu construis ta yourte, toi tu construis ton truc. Bah lundi je vais chez toi, lundi c'est toi. Puis après il y a eu un troisième, un quatrième, puis c'est devenu comme ça. Et donc tous les lundis c'était ça. Celui qui accueille nourrit les gens. Donc gros festin. Et puis, donc on faisait des fois des clôtures, des fois des trucs, des fois des machins. Et notamment, on faisait le bois comme ça. Ça nous permettait d'avoir en 1 ou 2 lundis le bois pour une année. Ok. Ouais, et en même temps, Ouais. ah ouais, parce que quand t'es tout seul, et que franchement, je l'ai fait après 2 années tout seul, ah ouais, ouais. Parce que tu vas le chercher ton bois, tu vas le couper. On dit le bois ça chauffe 3 fois. Ouais.
tu le coupes, Ouais, mais pour le coup, c'est démotivant. Et on faisait pareil aussi pour les cultures. On copatatait. ouais. Ouais. Ok. On partageait les cultures de patates et tout. Alors, Électricité maintenant. panneau solaire. Alors, Quelle puissance? puissance. Il pouvait développer combien de... Ouais. Et ben écoute, un, c'était un 220 watts Ouais. qu'on a volé à SFR. Ils en ont plein, c'est pas grave. Voilà, ouais, on était le troisième. Donc après, ils ont installé des caméras. Mais, Et les mecs. ouais, mais c'était marrant parce que voilà, c'était vraiment le truc. On était barré dans un délire, c'était vraiment marrant quoi. Ouais. Mais donc le panneau solaire, et après on a tablé, on s'est vraiment renseigné, on a tablé sur les batteries, d'avoir un gros parc de batteries plutôt que d'avoir plein de panneaux. Parce que on était autonome là-dessus. Ouais, alors Philippe Gouret, mon interview va sortir dans pas longtemps, te dirait que normalement, tes batteries sont proportionnelles à ta puissance installée. Pour la simple et bonne raison que si tu as plus de batteries que de panneaux, tu te retrouves potentiellement dans l'incapacité de charger tes batteries. Parce que Mhm. c'est tes panneaux qui les chargent. Mhm. Du coup, tu as des batteries qui servent à rien. Et une batterie qui sert à rien, c'est une batterie qui fatigue et qui finit par mourir. Mhm. Et c'est pour ça que normalement, on proportionne les panneaux, enfin on proportionne le nombre de batteries à la puissance de panneaux, pour que les deux arrivent à coïncider, quoi. Mhm. Mais voilà, petit aparté. Ouais. Et du coup, vous aviez de la lumière. Ouais. Voilà, gazinière à gaz, j'imagine, pour faire chauffer à manger, ou au bois directement. Eh ben, tu connais les cuiseurs économes? Oui. Les Rocket Stove. Ouais, les rocket stove. Ouais, on a beaucoup fonctionné avec ça, c'était vachement sympa et quasiment tout le temps on faisait notre cuisine sur le poêle. Ouais. Voilà, c'était un poêle à bois et résultat on Ouais. cuisinait comme ça. C'est un coup à prendre mais ça marche vachement bien. Ok. Et après on a mis la gazinière. Ouais. Après on a mis la gazinière et on avait aussi le cuiseur solaire. C'est Ouais. une grosse parabole Ouais. qui fait comme un gaz. C'est pas un four. Hein. Tout le monde me dit ouais, un four solaire, mais le four en fait ça cuit à l'étouffer. Là c'est carrément un gaz. Quoi. Tu cuis tes œufs. Ouais. Ok. Et moi je stérilisais mes pots et tout ça comme ça. Tous les grosses cuves, tu vois. Ok, le potager à côté aussi. Ouais, le potager. Ouais. En termes de qualité de vie, en cas de tempête, en cas de pluie, en cas de... Comment tu qualifierais... Alors, combien d'années déjà vous avez 5 ans. 5 ans. 5 ans en Europe. Comment, avec le recul, tu qualifierais ça? Est-ce que... Ça fait peur. C'est les seules fois où j'ai eu peur pour ma vie. Ouais. Ouais, vraiment. Est-ce que t'avais quoi comme isolation dans la yourte? C'était quel matériau et Laine sur de chanvre. quelle épaisseur? Laine de chanvre 2 fois 2 cm. Ah ouais, Ouais, ça fait pas beaucoup ça. non. Mais c'est pas là où j'ai eu peur. Parce Ah, que, la question c'était pourquoi? C'était pour le vent, pour les trucs, la pluie, c'est ça qui ouais, me- parce que les gens qui vont regarder ça, il y en a qui vont savoir de quoi on parle, il y en a qui connaissent les yourtes RT 2012 qui sont beaucoup plus massives. Là où c'est- on est d'ailleurs. Voilà. Faut le faire. Là où on est. Et, Elle est et confortable cette yourte. pour bien que les gens ils se rendent compte que c'est vraiment pas le même type de yourte dont on parle, et qu'une yourte dite classique, bon ça va tant que ça va, mais il y a un moment de temps, quand tu vois les tempêtes qu'on prend, quand tu vois le climat, comment il fout quand, et à un moment de temps, il faut se rendre à l'évidence que peut-être ça va pas faire l'affaire en fait. Et du coup, voilà, toi tu as 5 ans d'expérience avec ta famille, Ouais, je te confirme, hein, ça fait pas l'affaire. Ouais. toi. Ouais. En plus, je peux te confirmer, notamment tous mes potes qui avaient des yurts là-bas. Ouais, Donc on avait à peu près 6 yurts et nous on était la 7ème ou alors 5 et 6. Mais enfin, il y avait quand même pas mal de copains qui avaient des yurts. Et donc on a le recul aussi des autres. Il y en a un pour l'isolation. Ouais. Tu sais, c'est la fuite en avant. Bah, je vais faire des murs en terre. ouais, Ah oui, non, mais tu laisses le treillis, puis tu Ouais. fais des enduits terre par-dessus. Ouais. Et alors ça pleut dessus, alors tu mets le toit, alors tu mets une bâche, un machin. Bon, Ouais. résultat, ça va tu jamais. Quoi. finis par... ouais. Ben, à part de dire, bon, bah voilà, ça pourrit, parce qu'on n'y peut rien. Moi, je traitais la yourte, justement, on en parlait avec. Je la peignais tous les ans, parce qu'on était en plein soleil, et Ouais. on a cuit. Le truc, c'était soi-disant pendant 5-10 ans, quoi. Mais voilà, dès la première année, ça y est, ça perlait, quoi. Polycoton, c'est-à-dire à moitié coton, à moitié acrylique. Mais résultat, j'étais obligé de la repeindre tous les ans, quoi. Ok. Et vraiment, alors là j'insiste là-dessus, c'est que c'est une expérience à faire, vraiment, mais quand il y a du vent qui arrive
et t'as une tempête qui arrive, quoi, et que tu vois tes murs bouger, ton chapeau bouger, et que le cercle qui fait comme ça, et que vraiment, moi, il y a eu des moments où j'ai eu peur pour ma vie. Ouais. C'est 2 fois ça m'est arrivé, et notamment des fois où le truc faisait voile et s'arrachait, et tu te retrouves à 2h du mat en train de refaire le truc. Ouais, enfin, c'est juste, là, ton dôme, il est bien, c'est ça qu'il faut. Faut pas un truc à voilà, corde, quoi. encore une fois, c'est une Yurt RT 2012. Et Mais il a fini, lui, hein. Parce qu'à chaque fois qu'il dit RT 2012, Ouais. il a des petits bons de réduction pour des boulons, des machins. Non, Est-ce qu'il y a un lien pour acheter la Yurt? On mettra un lien pour acheter la Yurt. On fait comme les youtubeurs, il sera il y là a ou là. plusieurs Ou là. constructeurs maintenant qui font ce type de Yurt. Ouais. Ouais. D'ailleurs, petite question, là, t'as passé l'après-midi ici. Ah ouais. Est-ce que tu connais un groupe Facebook qui s'appelle Vivre en Yurt? Non. Ils sont fascinants, ces gens-là. Il y a à boire et à manger. Moi, ça me fait mourir de rire quand je lis un petit peu. Puis il y a des gens qui cherchent à vivre en yurt, qui cherchent des contacts, qui cherchent des partages d'expériences. Et t'as une petite bande, là, je sais, ils sont bizarres, ces mecs-là. Ils partent du principe qu'à partir du moment où t'as un tant soit peu de confort dans ta yurte, bah t'es un faux yurteux. Ah ouais. Parce que le yurteux, il doit galérer, ça doit être la misère, ça doit être la bougie, ça doit... T'as une idée là-dessus? Ça t'évoque quoi, toi? J'en ai vu une, mais elle était pas en train de juger les autres par contre, mais voilà, tipi, machin, même yurt, avec le sol à même la terre. Ouais. Ouais. Et bah, c'est. Alors, il y a 2 réponses. Est-ce que j'ai un avis là-dessus? Ouais, juger les gens par rapport à ses points de vue, dire ouais, toi t'as un faux, toi t'as un vrai, je trouve ça un peu fort. Et puis après, le truc, je peux comprendre qu'il y en ait qui veulent vraiment. Moi, j'ai eu ce besoin voilà, Retour reset, à la quoi. terre. Ouais, c'est ça. Bah après, chacun a son niveau, quoi. Donc, tu vois, toi t'as yurt, moi je suis très content d'être arrivé ici. Franchement, on dit un vent à décorner les bœufs. Ouais. Bah là, aujourd'hui. Ça en va aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, franchement, Ouais. c'était la tempête, quoi. Ouais, Et bah, ça en va. moi je suis arrivé, j'étais super étonné, c'est bien, ça. Je me sens en sécurité. C'est bien de se sentir bien aussi. Ah bah, c'est le minimum, ça. Donc, ouais, tu te sens bien, tu triches. Ouais, Bon, bah ouais, ok. ok. Dernière petite question. Ok, je me barre. Sur après. la yourte. Non, Ah non, non, d'accord. sur la yourte, Ah, par rapport au bruit. Parce qu'on Ah ouais. entend, toi, la yourte, bah, Oh. c'est un habitat Ah ouais. Alors, qui ça, s'inclut quand même dans la nature, ça fait du bruit. Alors, ton expérience, Alors, ça c'est fait, génial. on entend les bruits. c'est génial. Toi, ton expérience à toi, C'est génial. Ça dépend où tu la mets. Mais moi, j'étais dans la forêt. Donc, pour le coup, Karen, elle a un appareil auditif. Donc, à chaque fois, elle... T'as baisse entendu le là? volume. T'as entendu là? Ah ouais, c'est une tronçonneuse. Ah non, là, c'est une chouette. C'était vraiment. Mais vraiment, t'es en contact avec la nature. Moi, Ouais. je t'ai décrit, j'entendais le bruit de la rivière. Et vraiment, t'es en contact avec la nature. Mais justement, t'es tellement en contact avec la nature que moi, j'entendais des sangliers, des trucs et tout. Mais que quand il y a une tempête, je veux dire, là, tu comprends que t'es qu'un humain, quoi. Ouais. Là, vraiment, tu te dis, putain, je suis qu'un humain, quoi. Ça remet les choses à niveau. Là, et là, je comprends qu'il y a eu des gens. Moi, il y a eu des moments où Zeus, machin, limite, je me l'inventais, quoi. Ouais. Il fallait que je me raccroche à un truc de. Et donc, j'ai vécu ce truc de, tu vois, de un peu. Et voilà. Tu Ok. comprends ce que je veux dire? Ah, ouais, je comprends complètement. Euh, Ah ouais, t'as trouvé une branche pour Ouais, donc pas au niveau- devenir taré, quoi. ouais. Mais donc, au niveau son, moi, je trouve ça génial. Ouais. Ouais, pour, après, c'était en forêt. Ouais. Ok. On va passer Ouais, t'as combien de pages? Ah, t'inquiète, non, mais j'écris gros, t'inquiète pas. On va passer à la suite, le camion, tout ça, tout ça. Est-ce que t'as entendu parler des lois LOPSI, des lois un peu liberticides? Ouais. Ah bon? Où ça? Ouais. Où En ça? France. En France? Ouais, non, bah, Le pays de la démocratie? Ah, ouais. Non. Des droits de l'homme. Enfin, il paraît. Non. Bah, si. Mais parce que Le Pen est passé? Non, pas encore, mais ça va pas tarder. Ah. T'en penses quoi de tout ça? De Eh ces ben, lois-là? En commençant notre recherche pour faire la Horde, déjà on parle d'un truc qui date d'il y a 8 ans. Ouais, une dizaine d'années. Voilà. Donc nous, ça venait d'arriver ce truc-là. Et qu'est-ce que j'en pense de ça? Bah, je pense qu'en fait, Pour avoir vécu en yurte, toi, et de peut-être revendiquer un droit au logement, ou juste de vivre comme t'as envie, et d'avoir des lois un peu liberticides qui se disent, bah non, mon compte, tu dois payer parce que t'as pas le droit de faire ça. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette... C'est pas très objectif la façon dont je le sors, Non. mais toi, je veux Non, bien mais- ton avis quand même. tu vois, là, on veut s'installer. Enfin, c'est l'idée qui va sûrement changer ou pas. Mais on voudrait mettre une caravane pour pouvoir faire de l'accueil. Ouais, Accueillir des gens qui veulent faire une roulotte, en fait. Ou même une cabane dans les arbres. Et tous ces trucs-là, en fait, c'est refusé. Parce que donc, en fait, on met des bâtons dans les roues des gens, alors qu'ils peuvent générer de l'argent. On peut régénérer des revenus. Il y a vraiment des trucs où on te dit non, tu vas pas pouvoir le faire.
Donc, en fait, cette loi-là est dans cette continuité-là qui est, en fait, tu as la capacité d'être autonome, de te loger, de générer par ton potager, parce que ça induit tout un tas de trucs, quoi. En général, le gars, il est aussi autonome sur mais déjà l'autonomie au logement et tout. En fait, c'est juste dans l'idée de pouvoir te couper de ton pouvoir personnel, quoi. Moi, cette loi-là, je pense que il est de notre devoir de ne pas respecter des lois débiles. Donc, après, je dis ça, mais j'étais dans un village où c'était accepté. Ils voulaient, parce que tu vois, l'école est fermée. Eux, ils ont compris le truc. Il y avait tellement personne que. Ah ouais. Les villes de France, c'est ça. Hein. Il suffit de voyager un peu dans les villes de France pour se rendre compte que tu traverses des villages morts. Voilà. Ami ministre, voyagez un peu, merci. Ah ouais, c'est quoi ça? Vous restez dans votre truc là? Faire un truc là? C'est quoi? C'est celui-là ou celui-là? Ouais. Dis donc. Je vais passer les mêmes façons. On t'a à l'œil, toi. Hein. Bon, on enchaîne? Allez. Le camion. Ouais. Parle-nous un peu de ça. Alors, ça a 4 roues. Ah non, le nôtre, il avait 6 roues. Le vôtre, il avait 6 roues. Enfin, on en avait plusieurs, mais le dernier, il avait 6 roues. Ok, alors c'est quoi le point de départ entre la yourte Le parking. et le camion? Le point de départ. Alors voilà, le point de départ, c'est qu'en fait, Karen est super attirée par les voyages. Et moi, mon excuse, c'était j'ai pas d'argent. D'accord. C'était toujours mon excuse, qui marche super. Si je peux pas voyager, j'ai pas d'argent, Ouais. en fait. Et en fait, mon père est mort. Et il m'a légué, en fait, son argent. Donc j'ai eu à peu près, j'ai pas toute la somme encore, mais j'ai eu en gros 400 000 euros à peu près. Et donc par petits bouts, j'ai eu 200 000 au début. Et tu vois, t'es quasi en autonomie, tu vis avec pas grand chose, puis soudain il y a un truc comme ça qui te tombe sur la tête, Ouais. t'as plus l'excuse de l'argent. Donc résultat, en fait, bah la vie nous a dit, hein, bon, on a essayé d'acheter l'endroit où on était, Ouais. parce que, je sais pas, ouais. Puis la personne nous a, d'ailleurs c'était dit dès le départ, hein, elle nous avait dit, mais je pourrais pas vous le vendre. On avait construit des trucs, on avait fait des machins, bon, elle est restée sur son truc, donc résultat, en fait, la vie nous a dit, mais non, mais restez pas là. Et en plus, la yourte, on était barré pour construire une deuxième yourte pour les enfants. Tiens. Mhm. Donc déjà, la vie en yourte, c'était chaud pour nous. Il faisait 36 degrés l'été hein, dans la yourte. Ouais. Avec tous les ventilés, les machins. Donc déjà, on était dans la... On voulait pas ça, on allait encore plus se mettre dedans. Ouais. Et mon père meurt là-dedans, donc j'ai l'argent. Et puis là, j'ai plus d'excuses. Et je me dis, bon, bah ok, bah allez, voyageons. Et on a commencé par un petit camion. Et puis après, on y a pris goût. Puis là, on s'est carrément dit, bah, c'est bien de voyager, mais en fait, à chaque fois, il y a le cordon ombilical qui nous retient, qui nous relie à la yourte. Ouais. Et en plus, tu as vu, c'est un habitat, il faut être là, quoi. Ah bah une yourte classique, oui, si tu la chauffes pas, ça moisit généralement. Ouais. Bah oui. Surtout la nôtre. Il y avait des sessions vent, des sessions machin et tout. Si t'es pas là pour retendre les ficelles, enlever la neige, machin, enfin, c'était chaud. Donc on s'est dit, bon, à chaque fois, c'est des fois des freins, tu vois. Ouais. Il y a quelqu'un qui pourrait dire, je peux pas voyager, j'ai ma yourte. Bah nous, on a donné. On a tout donné. On s'est dit, bah voilà, on veut pas la vendre, parce que c'est galère et tout, on va devoir tout démonter. Ouais. On donne. Et donc, bah, on était super libre. Puis on s'est dit, voilà, C'est camion. parti. Voilà, c'est comme ça que c'est arrivé. Ok. Combien de temps au camion? 2 ans. Peut-être un peu plus, mais 2 ans, ouais. Ouais. Quelle expérience t'en tires d'avoir roulé en camion comme ça? On a vécu en camping-car parce que camion, on a commencé en camion. Alors c'était le truc, tu sais, tu fais caca enfin, tu vois, c'est vraiment un mode petit camion. Et donc vraiment camping-car, je retire vraiment. C'est mitigé parce qu'on a fait ça avec des petits gamins. Ils avaient quel âge? On a commencé, bah déjà l'expérience en camion. On a commencé, l'autre était dans le ventre. Ouais. Donc petite, je vais dire une bêtise, peut-être 3 ans, un truc comme ça, enfin, Ouais. 2 ans, et l'autre dans le ventre. Puis après, vraiment là, on a tout lâché, qu'on était dans le camion. Shaim, il avait 1 an. D'accord. Et donc, bah, c'est génial. La vie en camion, c'est super, parce que t'as tout à portée de main, t'as l'impression d'avoir un peu comme une tortue, quoi. Tu sais, t'as tout, quoi. C'est cool, quoi. T'es en autonomie pour le coup, là, parce qu'en fait, on avait les toilettes sèches là, l'électricité produite par mon panneau, l'eau, on les prenait aux rivières, au machin, je la filtrais et tout. Enfin, c'était vraiment super, quoi. Et mais ce truc de changement tout le temps, en fait, on s'est fait avoir par je crois, beaucoup de gens ont ce truc-là, c'est ce truc du zapping après. C'est-à-dire? L'appel de la route. D'accord. Tu restes pas en place. Ouais. Combien de temps vous êtes resté à un endroit le plus longtemps? 4 jours, je crois. Oh la vache. Ouais. Sur 2 ans? Ouais. Pas plus de 4 jours? Non.
Ok. Et t'as pas cette petite crispation justement de passer trop vite, de pas avoir pris le temps de rencontrer des gens, ou Si. de partir trop vite après avoir sympathisé avec des gens? Mais carrément, c'est ça, ouais. Pourquoi vous n'êtes pas resté plus longtemps alors? L'appel de la route. Ouais. Mais c'est ça, hein. C'est qu'en fait tu veux, mais t'y arrives pas parce que t'as la capacité de bouger et que tu finis par développer un truc où t'es là, tu vois un paysage magnifique, une journée, 2 journées, 3 journées, puis tu fais ça, pourquoi on n'irait pas? Et tu changes. Parce que Ouais. c'est l'appel parce que t'as la capacité de le faire, parce que t'es en camping-car, et parce que bah voilà, c'est comme ça quoi. Et on n'a pas eu Et pourtant on voulait, hein, mais on n'a pas réussi. Ok. T'as l'air d'être quelqu'un qui a quand même deux, trois valeurs, on va dire, écologistes, Ouais, t'en veux un peu? humanistes. Non? Ça va, moi franchement, je Ah ok, parce que j'en suis ai pas plein. blindé, Ah mais ouais. franchement, ça va. J'ai un sac plein là. Si tu- Toi, ça va. Ah ouais, ok. Je Ouais. touche du bois. Ok. Peau de Ouais. singe. Ok. Peau de singe? Ouais, peau de singe. Ah. Bah, fatalement, hein, biologiquement, je veux dire, en même temps, D'accord. peau de singe. Bref. Ok, Chabi. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, nomade camion et écologie. C'est un. Ouais. Ça fonctionne bien de mettre du pétrole dans le camion et Ah ouais. on y pense quand on roule. Ah Ça ouais. se passe comment? Ah ouais, moi il y a un moment donné en fait, mais ça m'a pris très peu de temps, hein, où j'étais là, je culpabilisais, puis après j'ai réfléchi, je me suis dit waouh, tu sais, c'est toujours la fameuse phrase, même ça m'avait déjà fait ça en yurte, ouais, mais si tout le monde fait comme toi, bah en fait j'ai réfléchi, je me suis dit, ah ouais, tout le monde produit son élec, tout le monde, ouais non mais voilà, Ouais. déjà, donc tout le monde après est dans des toilettes sèches, parce que camion toilettes sèches, hein, tout le monde est dans les toilettes sèches, donc déjà, tu vois. Déjà, en termes de carbone, parce qu'on va parler en termes de carbone pour l'essence, Ah, tu vois. Donc déjà, moi je suis à ce niveau-là, comparé déjà à la majeure partie des gens. ouais. Moi, 100 litres, ça me faisait un mois. Aïe. Ouais, je consommais 3 semaines, pardon. Mais bon, Ouais. 100 litres à 4, 3 semaines. Ouais. Je crois que je sais plus la moyenne des Français par jour. C'est plus. La folie, quoi. Ouais. Donc déjà, et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bah, en gros, quand tu mets tout ça bout à bout, bah, tu te dis, bah ouais, je peux me permettre de rouler avec le. De toute façon, déjà, je roulais en voiture avant. Donc là, j'ai un camion qui consomme 12 litres au 100 au lieu de 8 avant, parce que c'était une vieille Golf. Mhm. Donc, ça m'a pris là la culpabilité au début, puis très vite, j'ai fait non, mais si tout le Ouais. monde faisait comme moi, je veux pas hein, que tout le monde fasse comme moi, mais cette excuse qu'on m'a sorti des fois, Ouais. bah, je disais, bah ouais, bah vas-y, faites, on va se marrer quoi. Ouais, c'est clair. Surtout que quand tu penses au nombre de mètres carrés habitables par Ouais. personne, toi, et de passer d'une baraque de 120 mètres carrés à un camion, Mm. bon, bah clairement, il doit y avoir un choix d'objets. On emmène quoi? On fait le tri. Qu'est-ce qu'on fait du reste? Ouais, mais je crois que la ville, elle nous burine depuis quelques années, et là, on a vraiment un truc avec les objets où maintenant, ça vient, ça va, mais... Ouais. Donc ouais, effectivement, tu fais un tri, c'est obligé. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un grand... Avec le camping-car, j'ai pris tous les restes, et je suis allé sur la place du village, store, au vent, Cadeau. non, prix libre. Prix libre. Et c'est là où j'ai compris que le prix libre, c'était vraiment trop tôt pour beaucoup de gens. Ouais. Parce que j'ai vu mes potes me rogner, quoi. Tu sais, où t'es là, par exemple, le Berkeley. J'ai Ouais. vendu un Berkeley que j'avais acheté il y a 2 semaines. Le Berkeley, c'est un filtre Ah ouais. pour ceux qui ne connaissent pas. Un filtre en inox qui vaut 180. Ouais. Le gars vient et dit, mais c'est un exemple parce qu'il y a plein de trucs comme ça cette journée-là. Ah ouais, trop bien, moi j'ai besoin, je m'installe et tout, ça filtre trop l'eau et tout, ouais. Ouais, mais prix libre, j'ai pas d'idée de prix. Alors moi, à chaque fois, je disais aux gens, bah voilà, tu vois ça, par exemple, bah je l'ai payé il y a 2 semaines, j'ai payé 180. Ah ouais, bon bah je te laisse 10. Et donc, tu vois, et donc heureusement que je courais pas après l'argent parce qu'en Ouais. fait, je serais tombé dans le fossé, quoi. Ouais. Et donc, tu dis le détachement, comment on fait? Et ben moi, j'ai vécu des mondes magnifiques. Avant, je le vivais déjà, mais là, j'ai pu vraiment y aller. La vie a dit banco. Je me suis mis à donner des guitares. Je suis allé dans la rue, je jouais, puis un gars vient, me donne une pièce de 2, puis je fais non, la guitare est à donner. Tic, tu sais, la tête qui fait boum. Ah bon? Le mec, il t'a pris pour un Il est dingue. reparti avec la guitare. Ouais. C'était génial, quoi. Et en fait, que des trucs comme ça, où j'étais un peu le Père Noël, quoi. Donc j'avais des sacs à donner. Et j'avais plein de trucs. Tu te rends compte que t'as plein de trucs, en fait. Et donc, à chaque fois, je m'allégeais, c'était super cool, quoi. Donc, Ouais. mais on en avait encore beaucoup trop dans le camping-car. Donc, comment on fait dans un camping-car? Bah, comme dans une maison, c'est-à-dire que t'as moins de choses, mais tu peux plus respirer parce que t'entasses dans toutes les pièces. Ouais. Ouais. Je comprends ça. Bon, malheureusement, ce camping-car, il a fini par faire plouf.
Ah ouais, j'ai le seul camping-car qui, dans la même journée, a brûlé et coulé. Le gars, il peut te dire, j'ai eu des amis où leur maison a brûlé. Je suis allé dans les décombres et tout. Mais moi, Il elle est a pas coulé après. Attention, hein. Donc c'était pendant un trajet qui vous emmenait en Amérique latine. Voilà, nous, on est parti en avion. On l'attendait en Amérique latine, le Ouais. camping-car. Et puis, en fait, on l'attendait. Puis on Et l'attendait. puis il est jamais arrivé. Ouais, Ok. voilà. Deux questions. La première, c'est quoi le déclic pour partir en Amérique latine? Ouais, La deuxième, comment on réagit quand le camion il fait plouf et qu'on arrive et qu'on a deux son sacs à dos. sac? Ouais. C'est ça. Le déclic pour partir en Amérique latine, c'est Karen en fait qui vraiment a eu cet appel de l'Amérique latine et qui est partie il y a 10 ans. Et donc elle avait vraiment envie de retourner là-bas, quoi. Et moi en fait, c'est après le voyage qu'on a fait donc avec le camion, ça faisait 2 ans qu'on vivait dans le camion, on a fait l'Europe de l'Est, Ouais. donc Slovénie, Bosnie, Croatie, Albanie, Grèce, Italie, Suisse, Portugal, Espagne. Et en fait, à part l'Albanie, bah, et la Bosnie un peu, mais tu te rends compte que bah, c'est un peu pareil, c'est l'Europe quoi. Ouais. Ouais, vraiment, il y a. Des Vraiment. similarités. Ah ouais. Et donc, bah, c'est un peu cette envie de dire bon, bah merde, le Maroc, j'aime pas trop parce qu'il y a vraiment cet aspect thune qui m'a gêné. Puis en Albanie, j'ai adoré ça parce que c'est comme le Maroc, mais sans cet aspect thune. Ouais. Mais par contre, il y a la langue, l'albanais. Et donc, on s'est dit tiens, bah vas-y, on va vraiment changer. Karen avait ce rêve-là, bah vas-y, Amérique latine, quoi. Et donc, un peu ambiance, c'est attirant, quoi. C'est Mhm. chaleureux et tout. Donc, on s'est dit vas-y, on va faire ça, quoi. Et on Ok. était barré pour vivre là-bas. D'accord. Ouais. Ok. Et comment on réagit face au plouf? Ouais, quand t'arrives là-bas, t'as deux sacs et ton camion il fait plouf. Ça fait combien de temps? Mais ça tourne toujours? Ça fait Ouais, que ouais. 41 minutes. Ah non, mais les gens ils vont prendre 2 heures là. Oh là là, mais non. Comment on réagit quand ça fait plouf? Ouais, parce que toi, là, on vient d'évoquer un peu le côté matérialiste de Ouais. notre société. Ouais, ouais. La plupart des gens, on va pas se le cacher, ils sont attachés à leur iPhone et puis à tout un tas d'autres trucs. Ouais. Et là, toi, ça fait plouf. Putain, j'avais du matos en plus Toi, dedans. les DJs, les guitares, enfin tes fringues, J'avais les 10 000 euros de matos. souvenirs, Ouais. Donc les souvenirs déjà. Toi. Mais j'avais 10 000 euros de matos. J'avais du matos, hein. Je m'étais, vu que tu vois, j'avais les sous, Ouais. bah j'y suis allé quoi. C'était drone, mais les trucs, tu vois, voilà. High tech aussi pas mal quoi. Parce que l'idée c'était vraiment de faire des projections aux gens, enfin j'ai du matos et tout quoi. Et j'avais 10 000 euros en liquide aussi, en cash, qui a fini liquide vraiment pour le coup. Ouais. Et donc en fait, il y a une vidéo sur internet où je viens d'apprendre la nouvelle et je me suis filmé avec ma fille. Donc en fait, c'est sympa parce que là pour le coup, on peut voir cette vidéo là où Ouais. il y a la réaction tout de suite. Mais en fait, Karen a été effondrée. Ah ouais. Ah ouais, elle a été. J'ai rarement vu comme ça quoi. Elle a été vraiment effondrée. C'est marrant quand les gens se raccrochent à quelque chose parce que finalement, j'étais la seule personne à pouvoir comprendre ce qu'elle vivait. Ouais. Et en fait, sa réaction, ça a été de fuir le présent et d'appeler sa mère tout de suite, qui lui a dit mais rentre en France, tu vois, et qui lui a dit n'importe quoi finalement. Et moi, j'étais en face et j'ai dit, mais fuis pas à ce moment, enfin tu vois, c'était. Mais bon, et moi, en fait, ça c'est. Bah, la veille au soir, j'ai vu. J'étais dans Laïka en fait. Elle s'appelait Laïka. Et la veille au soir, c'est-à-dire le soir même, c'est bizarre, je raconte ça à Karen le matin, 2 heures avant d'apprendre le truc. Et je fais c'est bizarre, j'étais dans Laïka, c'était tout bleu. Et il y avait une ambiance bizarre quoi. Ouais. Il y avait une ambiance chelou, un son bizarre. Et je lui ai dit adieu. Et en fait, 2 heures après, j'apprends ça. C'est plus bon. Ouais. Et donc en fait, je me plaignais d'avoir trop de trucs, de pas avoir le temps, des machins, des trucs. Et bizarrement, moi, j'étais étonné comme quand il y a un décès et que tout le monde pleure, et puis toi t'es là, et puis tu dis merde, je suis pas normal, moi je pleure pas, je suis pas triste et tout. C'était ça. Alors que moi, je me suis senti un peu con parce que j'étais là, moi ça va quoi, zut ça va. Zut, ça va. Ouais, Je me suis délesté de mon trop-plein de. ouais. Ouais. J'étais même pas dans la fuite ou dans le déni ou un truc comme ça, c'était juste j'étais là, j'étais ah bon bah ok. Tiens, ok. Est-ce que c'est à mettre en lien avec le fait que la plupart des gens travaillent pour se payer des choses et du coup ils attachent une certaine importance parce qu'ils sont trimés pour ça et que toi tu peux avoir un détachement un peu plus léger ou avec ces pertes-là parce que cet argent
tu l'as eu par le décès de ton papa, qui est Mm. une perte en soi, toi, Mm. mais pas le même détachement qu'un gars qui va trimer 10 heures par jour pour se payer un truc auquel il tient, et putain, j'ai trimé pour ça, toi, si je le perds, ça fait chier, toi. Est-ce qu'il y a quelque chose de Alors là, cet je peux ordre-là bien ou, répondre à cette question parce que finalement, en fait, j'ai carrément trimé pour avoir ce truc-là. Ouais, Ouais, parce qu'en fait, il y a eu énormément de boulot sur ce véhicule, ouais, mais vraiment, je l'ai repeint, tu vois, t'as vu les trucs, l'installation des panneaux solaires, les trucs, le remettre aux normes. Genre, on a tout vidé, tout rempli 2 fois, parce que ça passait toujours pas au contrôle. Donc, enfin, je veux dire, je peux te faire. Et puis, en fait, euh, il y avait toute ma vie dedans. C'est-à-dire que c'est pas que des trucs que j'ai achetés. Là, je te dis que finalement, il y avait des Mhm. drones, des machins. Mais je veux dire, il y a des bouquins, des photos, des instrus qui sont hyper sentimentaux que je retrouverai jamais. Donc en fait, finalement, non, je pense pas que ce soit dû au fait que j'ai eu de l'argent et que j'aurais pu m'acheter des trucs comme ça, parce que finalement, non, le truc, j'y avais mis de moi, tu vois. Chaque truc, en fait, pour moi, j'ai autant de facilité, je le fais ça aussi rapidement de m'attacher à quelque chose que de le lâcher. ouais, Mais quand je suis dedans, je suis à fond dedans. Et d'ailleurs, moi, les gens me disent, bah, tu m'aurais vu il y a quelques années, pour moi, je te disais, mais non, mais moi, c'est sûr, jusqu'à la fin de ma vie, je vis en yurte. Euh, Puis tu m'aurais vu il y a quelques années, je t'aurais dit, mais non, mais c'est sûr, moi, je vis dans le camion. Mais c'est sûr. Et puis maintenant, c'est autre chose. Maintenant, je te dis, bah, je veux une maison. ouais, Et, et dans 5 ans, ce sera sûrement autre chose. c'est peut-être autre chose. Donc finalement, en fait, euh, enfin bref, je sais plus exactement. Mais voilà, j'ai répondu. Ok, ça marche. Alors raconte-nous un petit peu vos péripéties, vos aventures d'Amérique latine. Du coup, vous n'avez pas de moyens de véhicule parce que, enfin, pour vous véhiculer, est-ce que le camion il est parti au fond de l'océan? Ouais, Donc comment vous faites? Vous trouvez un Airbnb, un hôtel, c'est ça. on loue une bagnole et puis on reprend la route? On, on se pose des questions d'abord. Est-ce que la vie, machin, tout le truc. Et puis moi, j'ai entamé mon jeûne ce jour-là. C'est ça qui est marrant, quoi. Un peu avant de le faire, j'ai entamé le processus de 21 jours où j'ai fait 7 jours sans eau et sans manger. Normalement, je devrais être mort au bout du troisième, tu vois. Ouais, Et donc, en fait, au bout du troisième jour, c'est vraiment quand tu jeûnes, t'as l'esprit clair, quoi. Et donc, j'ai eu le truc de, voilà, je vais m'installer et tout. Et après, Karen, elle, avait cette volonté de continuer le voyage. Moi, j'ai pris ce truc-là comme, bon, bah c'est bon, là, on arrête, tu vois. On s'installe, mais en Amérique latine, je veux dire, on arrête de bouger. voilà, de faire ça, quoi. Et puis on a acheté un véhicule en fait là-bas. Il y a eu tout un mouvement sur internet où on a eu de l'argent aussi. Et l'assurance ça nous a aidé à dire bon bah ok on rachète un véhicule. Je l'ai réaménagé pour pouvoir mettre une caisse et tout pour mettre nos affaires parce qu'on a eu plein de trucs. Ouais, Et tu fais que accumuler. Puis on a continué le voyage avec une voiture achetée. ok. Et c'est cette voiture-là qui nous a dit non pas là, non pas là, non pas là. Parce qu'à cause de ce véhicule-là, on n'a pas pu s'installer dans plein de pays. Pourquoi à cause de ce véhicule-là? Parce que pour nationaliser un véhicule, c'est pas aussi simple. D'accord. Ouais. Et que il y a eu des. Par exemple, je prends l'exemple de l'Équateur. Non. Si, c'est l'Équateur. On voulait aller en Équateur. Ouais, Et en fait, en Équateur, tu peux pas avec un véhicule étranger d'accord. qui a plus d'1 an. Quoi. Ok. Donc, tu vois, bon, bah, ça, c'est fait. Quoi. Alors vous avez fait combien de pays? Bah, pas beaucoup, en fait. Enfin, on a fait Uruguay. On a fait un jour de Brésil. Ouais. Ce qui était très marrant. Parce que, Un jour de Brésil. ouais. Juste pour avoir tu vois, le droit de rester encore 3 mois en Uruguay. D'accord. Parce que les papiers, c'est. Ouah, tu prends le temps là. Pour avoir un véhicule, il nous a fallu 4 mois pour avoir les papiers quand même. Ici en France, tu fais ça rapide. Quoi. Ouais. Donc Uruguay, une journée de Brésil, Argentine, c'était vraiment marquant. Et puis Bolivie, c'était vraiment marquant. On est arrivé en Bolivie un jour avant les élections. Ouais. Donc on est arrivé, le lendemain le pays était fermé partout. On avait ok. Et donc on a vraiment vécu des trucs. Ouais, la Bolivie, j'en garde un gros souvenir. Je voulais m'installer en Bolivie, moi. J'étais sûr que ça allait être là-bas. Mais j'étais sûr de ça. Et quand j'y suis allé, j'étais sûr que c'était pas là. Parce Ouais. que c'est vraiment un truc. Les Boliviens, c'est des Boliviens, quoi. En Argentine, je peux passer pour un Argentin si j'ouvre pas la bouche. En Uruguay, pareil et tout. En Bolivie, ils ont des têtes de Boliviens, tu sais, les andins, quoi. Vraiment des têtes andins, petits et tout, trapus. Et puis, il y a une sorte de truc qui est pas pareil. Ils se prennent pas dans les bras. Ils ont une sorte de. Et par exemple, il n'y a pas de groupe de rock, il n'y a rien, il n'y a pas d'endroit pour faire de la musique. C'est pour ça qu'ils ont gardé leur culture, tu vois. Ouais. Parce que moi, pour faire du DJ et tout, c'est pas évident. Quoi. Alors du coup, ton dit, il était au fond de l'eau. Ah bah ouais.
Donc t'en as racheté sur internet, t'en as trouvé sur place. J'avais mon AirDidge, T'avais ton AirDidge. ouais, le petit là, donc c'était le seul qui me restait. Ok. Tout de suite, ce que j'ai fait, c'est que bah, j'ai su que je restais un certain temps dans un endroit. J'ai commandé à Jean-Yves Rodeur Outslide. un Woodslide parce que c'est le seul que je peux, où je suis sûr que voilà, c'est ce qu'il me faut. Bon, les douanes, machin, ça m'a coûté cher. Et après, en fait, j'ai cherché justement l'équivalent du Bon Coin. Là-bas, ça s'appelle, je sais plus, mais c'est l'équivalent du Bon Coin. Et donc, je cherchais Didgeridoo. Ah, il y en a quasiment pas. Mais ça a été le point, ça a été le fil rouge. Où dès qu'il y avait des gens de Didgeridoo, bah, j'allais les voir. Et comme tu dis, ils me donnaient des contacts de joueurs que je connaissais pas. Et c'est comme ça qu'en fait, bah, j'ai fait un peu ce que je fais là, mais là-bas, quoi. Et après, je suis allé dans des écoles, des trucs, donc j'ai acheté des tuyaux Ouais. que j'ai coupés à certaines tailles. C'est là où après j'ai trouvé, ah bah tiens, je me suis mis à faire des embouchures. Parce que là-bas, en fait, il n'y a pas de réduction de 40 en 32. Ça n'existe pas. D'accord. Donc il a fallu que je les fasse en bois, quoi. Donc résultat, ça a fait le truc. Et j'ai trouvé deux constructeurs en Argentine, un qui a fait des bambous et un autre qui faisait en agave, quoi. Et on a vachement parlé, et c'était cool, quoi. Donc, hormis ces deux-là, le didgeridoo, c'est pas un instrument très popularisé, très connu par là-bas. Non, Buenos Aires, ouais. Ouais. Juste à Buenos Aires. Juste à Buenos Aires. Vraiment, c'est. Mais après, non, puis tu sais, les gens, tu sais, moi maintenant, quand je démarche les gens, j'y vais avec les instrus parce qu'à chaque fois, tu me dis, oh, je fais du didge. Ils sont là, hein, mais en fait, ils ont dans la tête le beuh qui dure 4 heures, quoi. Alors, moi, je prends le didge. Ouais, je connais, ouais, je vous fais quand même un truc, j'ai pris l'instru, quoi. Et puis, dès les premières mesures, là, ça swing, c'est machin. Ah, bah vas-y, on vous. Telle date, machin, quoi. Donc, parce que c'est tellement pas connu, et ça prend tellement là, Ouais. que c'est vraiment une porte, hein. Les enfants, porte ouverte pour la rencontre, et les instrus, porte ouverte, alors t'imagines, c'était grand luxe. Les enfants, ils allaient à l'école, justement, pendant cette épopée-là. Ça se passe comment? Alors, nous, on s'est vachement renseigné sur le unschooling, l'éducation informelle. Ok. Il y a plein de noms, en fait. Mais en fait, t'apprends rien à ton gosse, quoi. C'est-à-dire que, est-ce que tu lui apprends à parler à ton gosse? Le subjonctif. Non, tu essayes de développer son langage quand il est tout bébé, pour qu'il y vienne, mais tu lui apprends pas à parler, je pense pas. Bah non. Mais c'est parce que je te pose la question, parce que en France, on a une législation sur Ouais. l'éducation, sur il faut que ça soit comme ci, comme ça, Ouais. et que ça passe pas, et voilà. En Amérique latine, je connais pas du tout le cadre, en fait, c'est pour ça que je te demande, toi. Ah, mais on était déjà confronté ça en France. Parce qu'en fait, en France, à partir de 3 ans, tu dois aller à l'école. Aujourd'hui, ouais. Alors, Ouais. ah non, en fait, tu as une obligation D'instruction. d'instruction. Ouais. Ça peut être une instruction à la maison, Ouais. c'est pas forcément à l'école, faut pas confondre les deux, quoi. Ouais, ouais. Les gens d'ailleurs confondent trop tôt, mais et en Amérique latine, je connais pas du tout le cadre. Qui plus est quand tu bouges de pays en pays, toi. Bah, déjà, le truc cool, bah, nous après, en France, ils sont pas allés à l'école. Nous, on croit vraiment que, d'ailleurs, je le vis, mais je vais te répondre après par la suite. Moi, je crois vraiment que le gamin n'a pas besoin d'école. Vraiment. Et je crois que le gamin n'a pas besoin, que le plus grand frein à la découverte bah, c'est en fait, c'est les parents, c'est moi, et c'est le prof. Je crois pas, c'est pour ça aussi qu'on est parti, c'est que j'étais dans la forêt, et je me disais, putain, c'est bien, mais je crois pas que un instituteur puisse amener le monde Ouais. à un enfant, quoi. Donc c'est ce qu'on essaie de faire, et je crois pas non plus que moi je puisse le faire. Je crois que plutôt amener l'enfant dans le monde, tu vois. En fait, on essaie Faut de qu'il faire vive. ça, ouais, par des Montessori, par des trucs, c'est génial. Mais il recrée le monde réel Ouais. avec des vrais trucs qui cassent, des machins, mais fouler dans le monde réel, ce sera plus rapide. Ouais. Et en fait, tu vois, c'est dingue. Moi, maintenant où j'aime bien l'école, parce que après 5 années, j'en ai marre, c'est que j'ai mes gamins 24 heures sur 24 avec moi. Et là, pour le coup, c'est très, 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 très physique. Ouais. Vraiment. Parce que, et là, donc, ça va changer, parce que moi, j'ai pas de travail, Karen n'a pas de travail non plus. Donc, en fait, c'était vraiment notre travail, c'était parents. Et en fait, je pense que c'est une erreur. Ça a été notre erreur, c'est qu'en fait, bah, il n'y a pas de phase de, de décompression, tellement qu'on s'était acheté un deuxième camion. Ouais. En fait, il y avait le camping-car et le camion, donc on voyageait en double Les deux. avec des talkie-walkie en même temps. Et puis, résultat, il y en a un qui prenait le camion 2 jours par semaine. C'était l'un, 2 jours lui, 2 jours l'autre. Qui partait, où il voulait, il prenait 2 nuits.
parce que d'être tout le temps avec ses gosses, c'est dur. Donc Ouais. là-bas, ils allaient à l'école. Ils sont allés à l'école, c'est pour ça qu'ils ont appris à parler là-bas, parce qu'on a trouvé une école, 2 écoles, qui sont libres. Où c'est... voilà, il y a des Libre. livres, voilà, il y a des livres, il y a des machins, il y a tout. Mais tu fais ce que tu veux. Et finalement, ça nous a vachement convenu. Et ici, tu trouves pas des écoles comme ça, mais des écoles un peu libres. Vas-y, il faut le checker derrière. Hein. Ouais. Ouais. Mais là-bas, non. Et donc, c'était cool. Mm, Et donc, ils ont fait 2 écoles comme ça. C'est marrant parce qu'on va faire une petite aparté. J'ai une autre question après qui suit le fil sur les écoles, si vous revenez en France, etc., pour les enfants. Mais il y a un reportage, on me fera l'excuse de ne pas avoir retenu le nom de l'école, mais c'est en Grande-Bretagne où il y avait une école qui avait été montée, qui existe toujours, je pense, Ouais. où c'était justement libre. Et en fait, Strawberry Hill, un truc comme ça. quelque chose comme ça. Et il y a eu des études qui ont été faites sur les enfants qui ont été dans cette école-là, qui ont été scolarisés, on va dire, vu que c'était libre. Et en fait, ils se sont aperçus que ces gamins-là avaient beaucoup moins de carcans en tête et de limites, parce qu'ils avaient grandi d'une façon tellement libre que les mecs, ils se pensaient capables de tout. Du coup, il y en a qui ont monté 3 entreprises, qui ont voyagé, qui ont fait le tour du monde. Et pour eux, c'était juste normal, parce qu'ils n'avaient pas grandi dans une école qui leur mettait des cases en permanence. Et ça, tu peux pas, et là, t'as pas la bonne note, et puis là, t'es pas comme ci, puis là, t'es trop comme ça. Et... Free, quoi. Ouais. Voilà, petit aparté. Ils sont très recherchés, les élèves, notamment dans les trucs Oxford et tout. Ils sont très recherchés parce que, justement, comme tu dis, ils ont un autre état d'esprit. Une innovation qui est... c'est ça. Ouais. Du coup, comment tu penses qu'ils réagiraient, tes enfants, s'ils devaient aller sur du long terme, admettons 1 an ou 2, dans une école en France ou dans une école en Espagne, et suivre des horaires, et suivre des cours, et toi, le truc... Après l'expérience de vie qu'ils ont. Bah, t'imagines un peu, là, je vais te le dire, mais tu dois l'imaginer, ils ont développé une faculté d'adaptation qui est tout simplement géniale, quoi. Ouais, enfin, nos écoles, elles sont quand même pas tendres. Moi, je bosse dans des écoles, je vais te dire que faut suivre le rythme, hein, c'est pas... Et du coup, de passer de cette ouverture, et même quand tu es capable de t'adapter, toi, rester le cul posé sur une chaise 8 heures d'affilée, enfin, en même temps, faut être très motivé. Ouais. Quand t'as pas l'habitude de ça, ça peut quand même calmer. Ouais. Donc je sais pas si t'as pensé à ça, où ça viendra, quand ça viendra, comme ça viendra. Donc c'est quoi la question? Bah, la question c'est, est-ce que t'imagines mettre tes enfants dans une école, est-ce que t'imagines leur réaction s'ils devaient dans une école française pendant 1 an? Est-ce que t'imagines leur réaction ou pas? Là, ils sont dans une école actuellement, ils sont dans une école espagnole qui est pareil qu'en France, hein, finalement. Ouais. Et c'est pas 8 heures, mais ça se passe bien. Ça se passe bien. Tant mieux, c'est une question comme ça. Bah ouais, donc 1 an, j'en sais rien. Ok. Ouais. Peut-être que moi aussi, ça me saoulerait, hein. Ouais. Parce que là, en fait, j'ai besoin... T'aurais l'impression de plus voir tes enfants Peut-être. toute la journée à l'école. Non, nous, on a fait énormément de jeux pour enfants, et on a vu un peu ce que tu décris... on a fait tout le temps des jeux pour enfants, et, tu sais, où il y a les toboggans et tout, quoi. Ouais. Et à chaque fois, on voyait très bien que comment sont les enfants d'école, quoi. Ouais. Ils sont comme ça, il y a une relation de conflit direct. Ouais. Et moi, ma fille, mes enfants, c'est différent, ils y vont direct. Et puis les autres, comment je vais être ah non, alors si c'est pas le qui me tape, ça veut dire que c'est moi le dominant. Et, tu vois, il y a des relations comme ça qui sont. Ouais. Et puis cette relation à l'adulte, ils ont pas du tout cette relation à l'adulte. C'est, tu sais, le adulte enfant. Ouais. Non, c'est étonnant de voir les petits. Shaim, il est plus dans son monde, mais Sidonie, bah, elle va, et puis tu la vois, tape la discute, machin, et puis bah, c'est sa copine, quoi. Elle a 35 ans, sa copine. C'est 2 êtres humains, quoi. Trop marrant. Voilà. Ouais. Ok. Bon, on va parler un peu musique maintenant. C'est pas fini? Non. Ah ouais, non, mais attends, t'as accepté. Hein. Vas-y. On envoie le bout. Ouais. Voilà, je dis ça autant pour toi que pour ceux qui regardent. Il est quelle heure, là? Aucune idée, j'ai pas de montre. Ah, Toi, ma montre, c'est un tatouage, donc je sais pas. Il est cordon moins le quart, d'accord. Voilà, c'est ça, voilà. Aujourd'hui, t'entames un tour du DJ. Ah oui, c'est vrai. Un tour de France ouais. du DJ. Ah bah tiens, t'es chichi, toi, d'ailleurs. Ouais, t'as vu? Ouais. Alors, parle-nous, c'est encore une fois, c'est quoi le point de départ de ce truc-là? Un ras-le-bol. À chaque fois, c'est un ras-le-bol, en fait. Ouais. Ouais, par exemple, la yaourt, c'était un ras-le-bol de la ville. Le camion, c'était un ras-le-bol de la yaourt. Ouais. Et puis, le Tour de France, c'est un ras-le-bol de l'Amérique latine. Ouais. D'accord. Ouais. C'est-à-dire envie de passer à autre chose, quoi. Ouais. Et puis, tu regardes la carte, et puis toi, t'es tout seul sur la carte Wacademy, là. Il y a un point qui est là. Là. Puis tu vois l'autre carte, là, avec je sais pas combien de marqués, là. Tu dis, putain. Et puis, voilà, ça vient de là, ouais.
Une dernière question sur l'Amérique latine. Après, promis, on passe au deal. Vas-y, on finit l'interview. Par rapport au contexte parce que j'ai politique. des rendez-vous après, moi. Ouais, Tu non, comprends. mais là, c'est la nuit. Enfin, je veux dire. Oui, mais voilà, j'ai voilà. des gens la nuit à voir. Ouais, bah, ils vont attendre. Désolé. Elle T'es va. en interview. Ah bon, d'accord. Voilà. Au contexte politique Ouais. qu'on a suivi un petit peu en France, Ah ouais. avec un peu peut-être de désinformation. Mmh. Je sais pas si tu regardais les infos qui étaient diffusées en France sur Ouais. ce qui se passait là-bas. Ouais. Quelle vision tu as eue? Est-ce que tu as l'impression que c'était la réalité? Est-ce que tu as l'impression que c'était déformé? Est-ce que tu as l'impression... Quelle vision tu as eue des infos un peu politiques de ce qui se passait en Amérique latine? Ça a été une vraie révélation pour moi. Conceptuellement, je savais qu'il y avait de la désinformation. Ouais. On l'a tous vécu avec les gilets jaunes, tu vois. Je veux dire, là, je l'ai tellement vécu à l'intérieur que je vais essayer de faire court, parce que c'est pas évident pour moi. Non, mais c'est juste pour... Voilà, donc je vais le faire non, court. Donc, en gros, j'ai suivi. Ouais, parce que en fait, j'ai suivi parce que... imagine-toi la capitale bloquée avec des cordes. T'imagines ça en France? Des cordes. Avec des cordes. Les gens, ils sont là, entre la route, là, ils tirent une corde là, et tu Ouais. passes pas. Ok. Et tu passes pas. Et je peux te dire que tu passes pas. Donc t'entoures Paris de cordes. Voilà. Et tu passes pas. Et les keufs, ils sont pas... Non, imagine ça en France. Ouais. Moi, je leur disais aux gars, je leur disais, mais... Putain, mais... Et je leur montrais les vidéos, je fais, regardez. Voilà. Alors que nous, on fait ça aux gars, juste ils sont dans la rue, ils sont pas contents, on fait ça. Imaginez, mais c'est pas possible de bloquer la capitale avec des cordes, quoi. Et puis, c'est bloqué jusqu'à 19h, et à 19h, ils disent, bon, ok, on rentre chez nous, on débloque. C'est trop marrant, quoi, c'est hallucinant. Donc, il y a une grosse désinformation, parce qu'en fait, c'était c'était le gentil président Morales qui a été renversé, c'est un coup d'État, on dit, hein. Ouais. Coup d'État par les intégristes, et puis les extrêmes droites, et puis le méchant peuple manipulé, et tout ça. Mais en fait, c'est juste pas vrai, quoi. Moi, je suis rentré dans le pays, j'étais persuadé comme tout le monde que Evo Morales, adulé par la population, quoi. Et puis en fait, bah, là j'étais au contact de la population, elle m'a parlé, et je leur ai parlé, et je leur ai demandé. Et il y a une certaine retenue avec les Boliviens où ils avaient honte de me raconter des trucs, quoi. Mais au fur et à mesure, ils ont lâché des trucs. Et ils ont lâché. Je te parle pas d'une personne, je te parle de plein de personnes qui ont commencé à me balancer des vidéos, à me dire vas-y, va regarder là-bas, regarde ce qui s'est passé. Et en fait, ce que j'ai assisté au soulèvement d'un... Et donc je suis ému parce que j'ai pu assister à ça, au soulèvement d'un peuple qui a viré un dictateur. Jamais j'aurais cru voir ça à un moment donné. Donc un coup d'état, c'est la police qui va au truc et qui prend le... Ça, c'est pas comme ça que ça s'est passé du tout. C'est la population qui a dit nous on arrête tout, quoi. Et il y avait ceux qui étaient pro-Morales, c'est ceux qui vendent la coca, quoi, les dealers, donc eux c'est des méchants. Et il y avait la population. Parce que la population, il y en a qui votait, qui était là et qui voyait les résultats, parce que c'était dépouillé comme ça. Ouais. Et le soir, c'était pas les mêmes résultats. Tu peux pas leur mentir à eux. Ouais. Et donc, en gros, il y a eu 3 morts avec ces affrontements de population. Et la police a dit non, on arrête tout. On veut plus de morts. On rend les armes. Et donc, en fait, quand la police fait ça, c'est sédition. Et normalement, ce qui doit se passer, c'est les populations qui... Parce que je comprenais pas pourquoi il y a des gens devant les commissariats. Ils m'ont expliqué, ils m'ont dit là, normalement, c'est sédition. C'est l'armée qui doit intervenir, arrêter les policiers pour les faire passer devant une sorte de cour martiale, parce qu'ils n'ont pas le droit de ça. Et j'ai vu des mamies sur des chaises qui campaient devant la... Pour pas que l'armée... Ah ouais. Et de jour comme de nuit, ils se relayaient, et ils étaient là, et ils protégeaient la police, quoi. Vous n'allez pas prendre nos keufs et tout, quoi. Et je les voyais arriver avec des marmites énormes qui leur apportaient la bouffe et tout. Ils se relayaient pour leur ramener du PQ, des machins. J'essaye d'imaginer ça en France, et putain, on est tellement à des années-lumière de cette réalité. Et après, donc ça s'est passé pendant une semaine, tu vois, mais c'est des longs jours, c'est des longs, à chaque fois il se passe des trucs. Morales qui fait je ne sortirai pas du pouvoir. 2 heures après, il y a l'armée qui fait nous aussi on arrête tout. Ouais, nous on en a marre. Et franchement, on conseille au Morales d'arrêter parce que là la population en a marre, quoi. 10 minutes après, le Morales, bon bah ok, je m'en vais. C'est bon, je m'en vais. Et on a assisté à ça. La population qui est sortie après, les flics qui se sont fait applaudir et tout, enfin... C'était génial, quoi. Ouais. Et voilà ce que je retire de ça, c'est que gros mensonge médiatique, quoi. Ah bah ici on n'a pas eu ce son de cloche là. Et je sais. Clairement. Ok, bon allez, retournons à la musique. Je te musique. remercie
de m'avoir permis de dire ce truc-là. Ouais. Bah, c'est important pour moi parce qu'on vit Mm. dans un pays, on peut en penser ce qu'on veut, mais effectivement, quand tu arrives de l'étranger, qu'il se passe des choses aussi importantes pour ces gens-là dans ces pays-là, et que toi, vu de ta fenêtre en France, tu as tout sauf ça, J'étais c'est sur- important d'avoir quelqu'un qui arrive de là-bas et qui dise non, la réalité, c'est ça, les mecs, en Moi, fait. j'étais sur tous les groupes de la France en colère, des Gilets jaunes. Moi, je suis vraiment impliqué par ce truc de Gaulois. J'y crois vraiment à ce truc-là. Il est pas mort, ce truc. Et quand je voyais eux en train de défendre le Morales, Ouais, j'ai dit putain, regardez les gars, en fait, vous voyez les infos, les BMC, les BFM, ils vous font pareil, mais là, en fait, ouais. vous vous faites avoir. Et c'est ça qui est dingue, c'est que c'est hallucinant. À quel point c'est manipulé dans tous les sens. Quoi. Tu crois qu'on arrivera au niveau de la Bolivie ici un jour? Euh, Qu'à un moment de temps, les gens, ils diront, ras-le-bol, que les flics diront, on en a marre de matraquer des pauvres gens qui galèrent pour non, toucher des thunes. je crois pas. Parce qu'en fait, il y a vraiment une déconnexion qui est travaillée depuis des dizaines et des dizaines d'années entre le corps policier Ouais, et la population. Il y a encore un lien avec la population dans les autres pays. Les gens, ils connaissent les gens. Quoi. ouais. Mais là, en fait, c'est vraiment... C'est trop détaché. Ben non, parce que tu fais intervenir des policiers qui sont pas de la même ville. Ouais. Et en fait, les gens, dans les Gilets jaunes, il y a vraiment, par exemple, quand ils ont été nassés là, pour la place d'Italie, ils ont été nassés, Mhm. le truc a été interdit, donc ils se sont retrouvés interdits, bah ok, c'est interdit, mais laissez-nous sortir. Les flics ont eu interdiction de les laisser sortir. À chaque embranchement, les Il y avait flics des- étaient persuadés qu'il y avait une sortie ailleurs. Ouais. Ils leur disaient, non, là vous n'avez pas le droit, mais cherchez une... Et en fait, non, mais eux, ils savaient pas. Donc en fait, pourquoi j'y crois pas? Parce que, bah, c'est... Au-dessus, c'est. Bah voilà. Ok, merci à toi pour ces infos. Alors, tour de DJ. Il Ouais, y a combien de personnes sur ta carte? bah, j'ai pas compté, mais je sais pas, Un peut-être... paquet. Bah, en fait, ça dépend de quoi tu parles, mais peut-être, je sais pas, une vingtaine. Ouais. Si tu prends 2 jours par personne, peut-être moins. Mais moi, je me suis donné 2 mois. Donc Ok. déjà, 2 jours avec les trajets. Ça se passe bien? Ouais, Super rencontre? ouais, Ouais, bah ouais. super. Tes DJ, ça fait combien de temps que tu fais du DJ? 3 ans. 3 ans? Ouais. Comment t'en es arrivé à faire du DJ? Comment t'as connu l'instrument? J'ai connu l'instrument par les soirées impro à la plage du Havre. D'accord? Où quand j'étais jeune ado, tu vois, c'était, moi je suis un enfant de l'impro où on prend les instrus, et puis nous on avait la chance d'avoir la plage, et à l'époque on pouvait faire des feux. Ouais. Et donc quand on faisait les feux, On peut toujours, faut juste pas se faire griller. voilà. Ah, griller, feu. Ah, les gars, pas fait exprès. Et en fait, un jour, il y a donc des fois Jumbé, et un jour un didgeridoo. Et donc c'était la première relation, et moi c'était toujours été, c'est pas pour moi, c'est trop, waouh, tu sais, truc mystique, l'aura quoi, qui est autour de ce truc-là. Et puis, donc je sais pas, plein d'années après, là, beaucoup, dans les Cévennes, il y a un gars qui faisait du didgeridoo, qui a organisé une journée pour faire du didgeridoo avec 4 personnes. Et j'y suis allé, et puis bah, pour le coup, ouais, ça a bien collé quoi. Ok. Comment tu choisis tes didgeridoo? C'est quoi pour toi un didgeridoo que tu as envie d'emmener? Il doit avoir quoi comme J'ai comme envie capacité? Ouais, que tu as envie d'acheter, que tu as envie de garder avec toi? J'ai envie d'acheter. Ouais. C'est quoi pour toi un bon didgeridoo? C'est quoi? C'est un coup de feeling? C'est la beauté de l'instrument? Alors, C'est le son? Le C'est quoi? bon didgeridoo, c'est comme le mauvais chasseur. Ah, Il voit, il tousse. Le mauvais didge, bon, il voit, bah, il tousse. C'est un mauvais didge. je comprends la question. Ouais, ouais. En fait, il n'y a pas. Vraiment, il n'y a pas. C'est une question de feeling? Ouais, vraiment. Parce Ouais. qu'il y en a, tu vois, moi, il y a plein de ditches que j'aime pas, mais en fait, que j'adore. C'est-à-dire que, bah, par exemple, Philippe, il m'a filé un ditch, Ouais. je lui dis, hein, moi, j'aime pas. J'aime pas l'embouchure en laiton, je Ouais. le trouve trop grand, mais j'ai joué avec. Ouais. Et maintenant, c'est fini, il est avec moi, quoi. Ouais. Tu vois. Ok. Donc voilà. Mais je dirais quand même, faut pas que ce soit trop lourd, quoi. Parce que après, ça fait mal physiquement. Il y a des trucs, donc 4 kilos, c'est déjà bien lourd. Ouais. À part ça, bon, moi j'ai un woodslide et j'adore. Mais tu vois, maintenant j'en ai marre d'avoir plein de notes, mais le même caractère tout le temps. Mhm. C'est pour ça que j'ai d'autres didgeridoo, parce que voilà, je découvre ce truc de caractère et tout, et j'aime bien ça. Ouais. Ok. Comment tu travailles ton didgeridoo pour progresser? Tu te fais des sessions, tu te mets des temps, tu te mets des horizons, tu dis il faut que je travaille ça. Comment ça se passe entre tes périodes Alors, ouais, c'est particulier moi, parce que en fait, j'ai des fenêtres, mais c'est même pas des fenêtres, c'est des meurtrières. Tu sais, c'est des petits trucs là comme ça. Et
Et tu vois ce que c'est des Ah, ouais, c'est Château Force pour Ouais. moi. Ouais. Donc en fait, c'est des fentes, quoi. Voilà, j'ai des fentes où il n'y a pas les gamins et je suis tranquille et en même temps, je suis pas chez moi. Donc il me faut que le lieu soit adapté. Des fois, j'ai été dans des apparts, c'était pas possible. Ou alors, je vais dehors, mais il faut pas qu'il pleuve, machin tout. Enfin, tu vois, donc quand j'ai la fenêtre, c'est comme une sorte de ah cool, je le fais. Et là, en fait, moi, j'aimerais bien retravailler ça comme ça, c'est-à-dire laisser, tu vois, le didgeridoo, Ouais. tu vois, mais tout de suite, il y a un gars qui arrive. Euh, je sais pas comment il s'appelle ce gars, il s'appelle Archibald. Moi j'ai des noms dans la tête de gens qui arrivent en fait. Et, Ça fait magicien. ouais. Il y a Simon c'est celui qui a tout le temps peur. Il dit tout le temps, mais t'es sûr tu veux faire le tour de Ditch? Mais ça coûte cher, mais comment tu vas faire chez les gens? Et la voiture, et ta famille à faire comment? Mais ça coûte. Tu vois, c'est le mec qui a peur. Et moi dans ma tête, il y a Archibald que j'ai vu, t'es en train de faire du Ditch, et puis Ouais. il te fait, mais t'as pas beaucoup de temps là, tu devrais pas bosser tes toutes. Et ton Owawa là, tu l'as bossé? Ouais. Hein? Et, mais ça a profit, mais ça a profit. Et, euh, et tout de suite, bah en fait, bah là, et je me mets à bosser un truc. Ok. Voilà. Donc en fait, j'aimerais plus faire de l'instinctif. Donc Ouais. maintenant, je fais un peu les deux. Et en fait, ce qui me pousse à faire de l'instinctif, c'est quand je fais des concerts ou des représentations. Pour le coup, bah je bosse pas. Voilà. Euh, et là c'est bien. Donc en fait, je vais dans la rue, je vais partout où c'est comme une sorte de force. Je me Ok. force en fait à faire ça parce que je sais que là, je vais pas bosser. Ok. Ouais. On arrive à la fin de notre interview. Oh, Enfin. bah, vas-y, hein. Voilà, j'ai encore deux, trois questions. La première, c'est au vu de ton parcours, de tes voyages, de la yourte, du camion, euh, la famille, votre entourage, comment ils prennent un petit peu tout ça? Est-ce qu'ils l'ont jugé? Est-ce qu'ils ont dit c'est n'importe quoi? Bah évidemment. Est-ce qu'ils l'ont acquiescé? Est-ce que... Ah non. Mais c'est ça qui est marrant, c'est qu'à chaque fois, tous nos choix de vie qui ont été assez particuliers, quoi. Tu vois, par exemple, le fait d'accoucher à la maison, on l'a pas dit au début, parce que, bah, d'ailleurs, après, pour le deuxième, pour le coup, il savait, mais on savait qu'il fallait pas. Parce qu'on est des fous, quoi. Ouais, On est des fous. bon, on n'est pas contre. Non, mais voilà, c'est ça. Bon, en Amérique latine, c'est mais, enlèvement d'enfants, quoi. Alors, quand on a voulu s'installer en yurte, je me souviens encore d'une fille, une des meilleures copines de Karen, qui fait très sérieusement, mais vous avez pas peur des violeurs? Mais elle était ultra sérieuse, quoi. Et moi, C'est bon ça. c'est pas possible, quoi, tu vois, c'est Ouais, dingue. ouais. Donc en fait, et c'est ça qui est marrant, c'est que toutes les personnes que tu rencontres, enfin en tout cas moi, à chaque fois c'est des pépites dans les yeux, c'est waouh, faites dans la dure, c'est mon rêve, voilà, camping-car en famille, c'est génial, machin, tous, sauf les gens qui sont plus proches de toi, Ouais. à chaque fois, en tout cas pour moi, ça a été ceux qui veulent te flinguer ton truc, qui disent non mais c'est pas sérieux, mais vous êtes parents maintenant, et tu penses aux enfants, et c'est quoi l'avenir que tu leur donnes? Mais c'est dangereux l'Amérique latine, et tu vois. Donc en fait non. La C'est réponse, c'est de l'amour mal envoyé en fait, c'est pour de la protection en gros quoi. Sauf que c'est mal fait. Enfin, c'est mal fait. C'est mal compris, je sais pas. Enfin, moi je le prendrais comme ça, toi. mm, En gros, ils te disent c'est dangereux parce qu'en gros, le discours c'est je veux te protéger et parce que je t'aime en fait. Mais ce que je t'envoie, c'est un truc négatif. Enfin, c'est peut-être cette construction là, je sais pas. non, je pense pas que l'amour ce soit ça. Je pense que en fait simplement j'ai peur, quoi. J'ai les jetons, quoi. Parce qu'en Ouais. fait je t'aime si je te fais confiance. C'est quoi? C'est une projection de moi j'ai peur, donc toi tu dois avoir Ah peur. ouais, non mais les gens vivent dans le grand méchant monde. Ouais. Ah ouais. Et en fait, moi c'est ça que j'adore dans les rencontres, c'est que à chaque fois je rencontre des vrais gens. C'est pas des faux gens qui jouent à être bien. Ouais. C'est des gens qui mettent leur meilleur masque. Ils sortent le meilleur d'eux-mêmes. À chaque fois, c'est ça. Tu te rends compte à chaque fois, les potes qu'on a, c'est toujours au bout de 2, 3, 4 ans qu'ils commencent à faire les cons, tu sais, à se permettre des trucs, quoi. Mm. Et ben ça, pourquoi? C'est parce qu'en fait, ils deviennent pas cons. Ils étaient comme ça avant, sauf Ouais, que sauf qu'ils avaient un masque. non, en fait, ils sortaient toujours le meilleur d'eux-mêmes. C'est ça qui est génial, quoi. Ouais. Et après, bah, en fait, ils en ont marre de sortir le meilleur d'eux-mêmes et puis ils se permettent des choses. Et en fait, Ils se laissent aller. les proches, bah, c'est ce qu'ils font. Et si jamais les gens que j'ai rencontrés dans la rue là, ou dans les trucs qui disent oh la yourte, les machins, si ça avait été mes proches, pareil, ils auraient eu la même réaction que les autres. C'est pas quelque chose de personnalisé que je fais. C'est-à-dire que c'est la relation que j'avais, c'est toujours bien d'être d'accord avec quelqu'un qui est pas de. Tu vois, c'est comme ouais, les homos, ouais, c'est génial, et puis dès que c'est quelqu'un de ta famille, tu fais ah, t'es plus mon fils. Tu vois.
Et, et moi, c'est ça que j'aime bien dans les rencontres, c'est qu'à chaque fois, là, parce que ça fait pas mal de temps que je rencontre des gens et que, tu vois, même par les interviews et trucs, j'essaye de sortir l'essence au plus tôt, tu vois, par les questions importantes. C'est, eh ben, on montre le meilleur de soi-même, quoi. Ouais. On joue pas à être quelqu'un de meilleur, mais on est le meilleur de soi-même, quoi. Là, je rencontre le super Carl, tu vois. Ah ouais, Et tu rencontres le super J'aime. super j'aime. Voilà. Si on vit ensemble pendant 2 ans, bah, soudain, tu vas être le matin, le dimanche, je me fais, ah, puis là, tu vois, ce sera pas le super Carl. Je sais pas, peut-être. Ouais. Je sais pas. Tu vas commencer à laisser traîner tes chaussettes. Ouais, c'est ça, ouais, c'est n'importe ça. quoi. Ah là là. Bon, Internet. T'es un Ah ouais. gros consommateur d'Internet. Oh là là. Ah, je me barre. Vas-y, pose ta question. Question suivante. J'ai ta réponse. Non, Alors, je suis tellement consommateur d'internet que tu vois, je me suis acheté des lunettes anti-lumière bleue sous les conseils de mon ami Simon. Et voilà, ouais, drogué. C'est une maladie Internet. Bah évidemment, pourquoi on nous l'a passé? Ça vient de l'armée. Hein. Ouais, c'est vrai. Internet, en fait, on est en train, selon moi, hein, on est en train de. Tu sais qu'on est tout le temps écouté, quoi. Maintenant, les téléphones, il y a OK Google. Ouais. Et OK Google, en fait, tu fais OK Google machin, mais en fait, il t'écoutait déjà avant. Ouais. Et en fait, dans notre tête, on dit, mais à quoi ça sert? Depuis le projet Échelon, depuis les attentats du 11 septembre et tout, il y a tout plein d'écoutes, puis on dit, à quoi ça sert d'écouter les gens tout le temps? Ça sert à rien, parce qu'il y a tellement de données, tellement de trucs et tout. Parce qu'on raisonne en termes d'humain. Et c'est vrai que pour un humain, ça n'a pas de sens. Mais pour une intelligence artificielle, pour quelque chose de différent, c'est-à-dire que là, en fait, l'Internet, T'es une donnée, t'es plus un humain. en fait, on, pour moi, l'IA, l'intelligence artificielle, a besoin de nous pour se créer la conscience. On n'est pas en train de créer l'intelligence artificielle. Non, non, elle apprend de nous. Voilà, elle est en train de se servir de nous pour se créer. Donc l'Internet, regarde, toutes les questions, tous les trucs des humains, en fait, on est en train de donner toute notre sève à ce truc-là, parce qu'en fait, elle nous aspire donc par des biais de captage d'attention d'écran. Et donc, c'est ce truc-là, donc on sert, l'Internet, ça sert surtout à ça. Et donc, à un moment donné, c'est comme toi, c'est bien de prendre conscience de nos limites. Le sage, c'est celui qui sait qu'il est drogué, et bon, le truc très sage, comme tu fais toi, c'est de dire, putain, ça c'est violent, c'est une grosse drogue, bah je préfère ne pas l'avoir, quoi. Plutôt que de dire, je vais le mettre et je vais me raisonner et tout. Parce que c'est pas possible. Ok, donc là tu fais référence à une discussion qu'on a eue. Ouais. Parce que j'ai un téléphone, celui que j'utilise tous les jours, Ouais. qui ne va pas sur internet, qui peut pas prendre de photos, Ouais. c'est ça que j'utilise, c'est juste un truc pour téléphoner. Mhm. Et j'ai un autre appareil qui sert à faire les interviews, qui lui peut aller sur internet et tout. Et je t'expliquais que si j'avais ce truc-là H24 sur moi, je serais connecté tout le temps, Ouais. et que moi, de fait, j'en veux pas. Bah ouais, Parce que je passerais beaucoup trop de temps. Et c'est à ça que tu fais référence. carrément. Ah. Mais tu sais que il y en a plus beaucoup des comme toi. Hein. Non, mais moi, je me bats pour garder des téléphones qui peuvent pas aller sur internet, qui n'ont pas de couleur, et toi, il n'y a même pas de serpent, il n'y a rien. Toi. Oh là là. Je me bats pour ça. Le Ah, machin, les il coûte serpents, mais les gens. Ah, non, le truc qui coûte 10 balles, ça dure 10 ans, toi, même pas peur. Puis en plus, c'est tout petit, c'est pas le gros machin dans la poche. Ouais. Bref, on ferme. Je vais te poser mes questions de fin d'interview que je pose à tous mes invités. Ok, Ok, vas-y. pour finir ça. Dans 10 ans, tu te vois où? Dans 10 ans, franchement, je me vois pas en fait. J'arrive pas à me projeter. sais pas. Non, vraiment. Hein. Je n'arrive pas à me projeter dans 10 ans. Non, parce que j'arrive même pas à me projeter dans. Je sais même pas où je serai dans un an ou dans quelques. Tu vis l'instant. Bah ouais, après ça ne m'empêche pas d'avoir peur du futur. Hein. Mais ça c'est sinon. Donc je l'ai identifié. Donc, Ok. mais je me vois pas dans 10 ans. Ça me fait penser, il y a des questions que je t'ai pas posées, c'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. Ah C'est pas grave. Est-ce que tu as un livre que tu aimerais Ouais. partager, un truc qui t'a un peu transcendé, guidé, inspiré? Ah ouais. Je vais pas en partager qu'un alors. Parce que moi en fait je suis monomaniaque. Vas-y, 3. Voilà, livres. ok super. Parce que j'en ai 3. Vas-y, En fait 3. j'ai pas lu beaucoup de trucs mais j'en lis 3 et je les lis souvent. Alors vas-y, on va. Alors, L'Alchimiste de Paulo Coelho. Un grand classique. Ouais. Le Petit Prince. Ouais. Et le dernier, en fait, c'est Conversation avec Dieu. Gauthier aussi, il en a parlé. Ouais, de Neil Donald Walsh. D'accord. Ouais. Ces trois-là, ça a été vraiment. D'ailleurs, je dis pas ça a été. C'est. C'est toujours. Ouais. Voilà. Pourquoi le petit prince? Franchement. T'es pas obligé de. Bah, t'as la réponse. Bah, il suffit de le lire, c'est dingue. C'est de la folie, ce truc.
chaque page elle contient un truc de fou, quoi. C'est vrai. Donc, Ok. je peux pas. Un album. De musique. Ouais. Euh, Un truc que t'as écouté et tu dis, ah, putain, là, j'ai pris une grosse claque quand même. Ah ouais, un truc vraiment. Ouais. Ah ouais, Qui vaut le détour, vraiment. ah ouais, qui m'a secoué. Bah, j'irais Lisa Girard avec Jeff Rona. Mhm. C'est chanteuse lyrique, et puis lui, machin. Et puis en fait, ça fait un hommage au peuple justement amérindien. Et en fait, je l'ai utilisé beaucoup dans mes méditations. Et il y a des messages dedans. Et puis ouais, j'ai pleuré plein de fois et tout. Donc ouais, ça m'a chamboulé ça. Super. J'aime, la vie, ça sert à quoi? Ah, peut-être que nous servons la vie en fait. Peut-être que elle, c'est pas elle qui sert à quelque chose, c'est peut-être nous qui servons la vie. Donc à quoi elle sert? Franchement, j'en sais rien du tout. Mais ouais, je pense que j'en sais rien. C'est très prétentieux. L'humain est très péteux, quoi. L'humain, il se permet de te dire qu'est-ce qui s'est passé quelques secondes après le Big Bang, quand même. Hein, et il dit l'univers, il a 15,3 milliards d'années. Tu vois, on doute de rien, quoi. Ouais. Tu vois? Comme Alors, si ça avait une importance quelconque en plus. non, mais genre, comment t'arrives au virgule 3? Enfin, tu vois, c'est quoi ces trucs, quoi? Et alors, tu sais même plus comment ont été fait les pyramides avant. Enfin, tu vois. Par contre, donc, on a un truc avec le je sais pas. Donc, à quoi ça sert? Je sais pas. Ok. Est-ce que tu peux me raconter une belle histoire? Un truc que j'emmène avec moi et je mets dans ma besace. Ouais, mais tu sais, c'est le truc, ça arrive souvent, hein, parce que je pose souvent cette question-là, et c'est souvent ce qui ressort, donc bah, ça ressort aussi pour moi. Bah, c'est la naissance de ma fille, quand, quand elle est née, là, comme ça, et qu'elle est sortie donc c'était dans la baignoire, là, et puis elle était chaque jambe du côté de la baignoire, j'étais tout seul avec elle, et la sage-femme n'était pas encore là, et donc ça sort, quoi, et donc je tiens la tête de l'enfant, je tiens la tête de ma femme, et puis elle relâche, et puis donc elles vont toutes les deux couler, tu vois, parce qu'elle avait déjà pris sa respiration, et donc si elle recoulait, donc je la retiens comme ça, puis je la sors, je la mets sur le truc, et puis c'est ce moment-là où le temps s'arrête. C'était, je sais pas combien de temps ça a duré, puis à un moment donné, Karen elle me fait, c'est quoi? Alors moi je savais pas, mais j'ai regardé, et puis je vois la fente, tu vois, je vois que c'est une fille, et puis je dis c'est une fille, et tout de suite, comme dès que j'ai vu la fente, il y a le nom de Sidonie qui est arrivé, bam, et ça fait Sidonie. Et moi dans ma tête je fais non, c'est nul comme prénom, quoi. Et Sidonie. Ah non, c'est nul, Sidonie. Et pendant 15 minutes ça a tambouriné comme ça, puis j'étais non, et puis gros truc, quoi. Et après, bah, le moment de bonheur c'était ça où j'ai dit à Karen, bah voilà, elle s'appelle Sidonie, quoi. Parce qu'on n'avait pas. Puis elle, pareil, c'est nul comme prénom et tout. Et on a commencé à lui faire confiance, à Sidonie. Dès les premières secondes de sa vie, on a dit ok, tu vas t'appeler comme ça. J'aime, merci. Merci. Coupé. Interview nomade.